Bonjour. Trop haute la caméra. Hop, faut que je baisse un peu. Voilà, hop. Très bien. Bon, ça suffit la gratounette là. Merci. Merci qui? Merci Linkmander qui est de droite. Merci Linkmander pour ton Prime. Ça s'appelle toujours Prime. Ils avaient pas changé le nom là? Je sais pas, moi, ce qui branle. C'est fini comment Crusader Kings 3? Bah là je suis au summum hein, pour l'instant. Hier soir on a terminé la partie, j'étais polyduc, hein, j'étais duc de Savoie, duc de je sais pas quoi. Bon je suis un gros duché du royaume de Francie occidentale il me semble. Autour de Lyon, on était parti de Lyon, petit comte hein, comme d'habitude. Et j'avais 2 comtés, et maintenant bon j'ai des titres de duc, tout va bien. Tout va bien, on va pouvoir reprendre à mon avis ce soir, parce que là j'avais envie de jouer à Crusader Kings, mais bon, il se passe des trucs dans le monde. Vous savez, je suis là pour vous informer, bien entendu. Alors, comme d'habitude, j'ai mis des petits articles de côté. Alors on me dit, oui tu streames beaucoup. Bah oui, je stream beaucoup, je me fais chier. Je pense que pendant le confinement, si j'avais pas fait les confinautes, j'aurais aussi streamé comme un bâtard. Parce que quand je me lève et que j'ai rien à faire de ma journée, ça m'angoisse, faut que je trouve un truc à faire. Et le stream, ça remplit bien ça. Parce que sinon, je sais ce que je vais faire, je vais sortir. Je vais être tout fonce-dé sur mon canapé à mater des séries pendant des heures. C'est intéressant, hein, c'est bien. Mais c'est bon, je l'ai fait déjà là. C'est bon. Donc j'ai un peu fait le tour de l'exercice. Je vais sortir boire des coups, ou je sais pas quoi. Bon, je me dis, rentabilisons un petit peu ce temps. Et travaillons. Travaillons. Parce qu'en même temps, en lisant tous ces articles avec vous, en regardant les trucs avec vous, je me refous aussi dans l'ambiance de OLG, dans l'ambiance de la rentrée. Et en plus, je fais de la moula, évidemment, ça c'est important. Ravi de se faire chier ensemble. Il va y avoir une nouvelle saison d'OLG. Oui, ça démarre le 14 septembre, donc si ça peut vous rassurer, nous on tourne le 10. Et s'il y a des Lyonnais, Lyonnaises... Ah bah non, trop tard. Overdose de Gundam, non, pas overdose de Gundam. Mais overdose de rien foutre allongé sur le canapé, quoi. Voilà. C'est plutôt ça. T'as besoin d'un ministère du temps libre. Bah ouais, parce que moi, j'aurais le ministère du temps libre, je dirais, bah profitez de votre temps libre pour bosser, regardez, moi je fais ça, moi. Je pratique juste la réduction du temps de travail. Ouais, hier, j'ai streamé 9 heures. Alors, niveau réduction du temps de travail, c'est pas zinzin. Alors, je vous ai quand même mis un article de côté avant de démarrer le bourdin malin. Un article d'aujourd'hui, non d'hier. Bon, j'ai toujours quelques articles de côté. Hier, on n'a pas eu le temps de lire l'article de Bastamag sur... Tiens, je peux enlever mon casque, moi. Ah non, parce qu'il va y avoir le bourdin malin après. Hier, on n'a toujours pas eu le temps de lire l'article de Bastamag sur le discret business du propriétaire de Valeurs Actuelles, l'hebdo de référence de l'ultra-droite. Aujourd'hui est sorti... Oui, non, c'était hier, encore une fois. À chaque fois, je crois que c'est aujourd'hui, c'était hier, mais c'est parce que hier, c'était aujourd'hui, donc c'est pour ça. Ah non, j'ai pas participé à la vidéo des 10 ans du JDG. J'ai pas bougé dessus, je suis allé un peu dans le sud, mais je suis pas monté dans le Grand Nord. Dealer de Grenoble, tout le monde prend ça comme un retour sur un espèce de fiasco médiatique et politique, hein, que cette histoire de clip de rap à Grenoble. Bon, ça, c'est un article écrit d'Arrêt sur Image. Hier, on n'a pas eu le temps de lire entre les services secrets français et russes, la guerre froide est de retour. Merci. Sayume Sensei. Sayume Sensei. Voilà, Sayume Sensei. Jospin aujourd'hui en TT. Oui, j'ai vu ça. Jospin sort un bouquin, en fait, c'est ça l'histoire. Putain, tout le monde est sur Jospin. Non, Sayume dit « J'ai écouté Bourdin face à Obono. C'était à vomir. Bon courage pour le Bourdin malin. » Oui, alors vous connaissez le concept du Bourdin malin, hein, c'est que j'ai pas regardé à l'avance. Je sais pas ce qui s'est dit. Donc j'ai évidemment mis de côté 2 Bourdins malins. De quoi faire 2 Bourdins malins. L'un sur, du coup, hop, Blanquer. Et l'autre, enfin l'inverse, Blanquer, Obono. Voilà. On va faire Blanquer, Obono. Mais en attendant, il y a un article que je voulais vous lire, alors celui-là sur les services secrets. Hier, on a passé beaucoup de temps sur le bureau des légendes et la communication du ministère de la Défense. C'était vachement bien. Fait tourner l'interview de Lionel. Alors, j'ai pas d'abonnement à l'Obs. Parce qu'on peut aller sur le site de l'Obs. Hein, mais moi, je ne cautionne pas l'Obs, donc je ne m'abonne pas.
L'Obs, c'est vraiment pas ma ligne. Voilà. Exclusif, Lionel Jospin sort du silence. Merci Rebnus. Merci Rebnus. Lionel Jospin sort du silence et voyez, c'est payant. Nique sa mère. Nique sa mère. Il arrive à peine à l'île de Ré. Il arrive à peine de l'île de Ré où il passe un bel été. Lionel Jospin nous reçoit longuement chez lui au milieu des livres et des tableaux. Il n'a pas parlé depuis de longues années, mais il vient d'écrire Un temps troublé, publié chez Seuil. Il est en face de nous pour nous raconter notre époque si singulière, le ressort de l'élection d'Emmanuel Macron, la désillusion qu'elle a engendrée. Il est là pour parler de sa famille politique, la gauche, qu'il n'abandonnera pas, mais qui, elle, a parfois laissé tomber les siens. Et pour analyser la fin du cycle néolibéral, le monde tel qu'il va ou ne va pas, et plaider pour l'écologie et la justice sociale. Lionel Jospin a quitté la vie politique le soir du 21 avril 2002, RT Cité triste. À 83 ans, il n'a nullement l'intention de la retrouver. Loin d'elle, il est heureux. Au fil de la conversation, on mesure à quel point il nous a manqué. Retrouvailles avec une des dernières grandes voix de la gauche. On peut lire la première question. Pourquoi ne vous êtes-vous pas exprimé depuis de longues années sur cette discrétion ? Pourquoi cette discrétion ? Il dit « Je n'ai pas quitté la vie politique active en 2002 pour me transformer en commentateur de l'actualité. Je me suis surtout exprimé dans des livres. Et puis au cours des 4 dernières années, j'avais un devoir de réserve comme membre du Conseil constitutionnel. » Ah, ça veut dire qu'il est plus au Conseil constitutionnel, Lionel. Bon, vous savez quoi ? En vrai, je suis vraiment une merde. Salaud ! Parce que je vais l'acheter, le bouquin. Je vais l'acheter et je vais le lire. Merci Kachaki. Merci Kachaki. 83 ans, hein. 83 ans, j'espère qu'il va vivre vieux. Alors, c'est pour quel article ? De quoi c'est pour quel article ? Attends, j'ai pas loupé un sub entre-temps, non ? Ah non, Rebnus, c'est bon, j'étais là pour le prime, ok, c'est bon, très bien. Il va le lire en plus. Bah oui, je vais le lire. Lis-le en live. Je pense que je vais essayer de vous trouver des passages intéressants, parce que je peux pas lire des livres entiers, je vais pas lire des livres entiers en live. Maudit le fait, hein, si ça vous intéresse. On l'avait raidé l'autre soir et elle nous expliquait qu'elle lisait La France des Invisibles. Je dois l'avoir là, le bouquin, parce que je me rappelle plus du titre. Donc, Ah. Non. Mais si, je l'avais, je l'ai. Voilà. Voilà, Maudit, elle lit ça en live ce soir à partir de, je crois, 17h. Hein, s'il y a des gens qui sont, voilà, La France invisible, pas La France des invisibles. Heureusement que j'ai retrouvé le bouquin. Donc voilà, elle lit ce bouquin-là en live tous les soirs. Un bouquin, enfin tous les soirs, tous les mercredis soirs. Il y en a qui ont l'horaire, ouais. Jospin son Charlot. Personne à l'horaire à laquelle Maudit lit le livre. Elle met les replays sur YouTube si ça vous intéresse. Voilà, la France invisible, elle en a pour un bout de temps. Donc de Stéphane Beau, le sociologue, sous la direction de Stéphane Beau, on va y arriver, hein. Le café, je l'ai à peine commencé là. Sous la direction du sociologue Stéphane Beau, de Joseph Confavreux, de la rédaction de Mediapart, abonnez-vous. Et Jade Lingard de la rédaction de Mediapart aussi, abonnez-vous. Donc voilà, La France invisible, c'est ce soir chez Maudit, 17h, 19h, 17h30, 19h30, me confirme-t-on, sur le chat. Si on a fini à temps, on pourra peut-être la raider, arrêter à 17h30 juste pour que vous alliez voir Maudit, ça pourrait être sympa. Salaud. Maudit, les lectures, c'est 17h, 19h30. Ah ben, ça change, tout le monde a, merci Médicis, mais tout le monde a une version différente de l'horaire. Sinon, on fait une version un peu plus courte, hein, juste un petit stream. On fait juste l'article que je voulais faire, on fait juste celui sur Obono, et je vous envoie chez Maudit. Hein. Franchement, ça, c'est... Voilà, moi, si je peux filer un coup de pouce. Bref. Juste, tu avais mis un R, ça ferait Ursule. Oui, c'est bien vu. C'est malin, ça. Jospin, tu l'aimes bien ou... En fait, il me fascine. Ça veut pas dire que... Et quelque part, je l'aime bien, et il me fascine. Pour autant, bon, voilà, c'est le dernier gouvernement de gauche qu'on ait eu en France, hein, parce que je compte pas la période Hollande. Et alors oui, il a privatisé, mais ça, c'est l'Union européenne, machin, tout ça. C'était pas le moment encore. Personne n'était mûr pour faire le grand virage. Tout le monde n'avait pas compris encore les dangers du néolibéralisme, machin. Bon, tout s'explique. Mais alors, vous savez, hein, j'utilise souvent la phrase « Est-ce que expliquer, c'est déjà un peu excusé ?» En tout cas, le parcours de Jospin s'explique. Et même si je suis pas sur sa vision du monde du tout, mais c'est un témoignage de vie, c'est une vie qui m'intéresse. Je sais pas,
Je sais pas comment le définir autrement. Pas que les 35 heures, hein, les emplois jeunes. On pourra revenir sur... On va revenir de toute façon, on va être obligé de revenir sur Jospin. On va revenir sur Jospin, y compris dans les pourquoi pas les paléopolitiques. Il y a une interview qui est passionnante, qui est l'interview que j'ai déjà citée, mais faut voir l'interview de Lionel Jospin par Claude Sérillon. Je pense que celle-là, elle est vraiment re-regardable, elle a un gros intérêt. Un jour, tu feras un docu sur lui. Il y a déjà des docus sur Jospin, je les ai tous vus. Mais voilà, il y a des gens, ils ont des passions bizarres. Il y en a, ça peut être l'origami, moi c'est Lionel Jospin, voilà, je sais pas. Donc, on va lire un premier article pour se mettre en jambe. Un article du Monde, et après on démarre le Bourdin, et on va faire juste celui d'Obono, parce que c'est vrai que Blanquer, c'est déjà avant-hier, et puis ça me casse les couilles. Donc ce sera pas double Bourdin, ce sera simple Bourdin. Voilà. Ouais, l'interview dans Paléopolitique, je suis chaud. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Pour le coup, je l'avais regardée en entier il y a quelques années. Elle est pleine d'enseignements. Alors, là c'est pour se faire plaisir, la majorité craint une rentrée sociale volcanique. Donc on va essayer, là quand même, nous, notre boulot à gauche, c'est d'essayer de motiver un peu les troupes. Et ça peut nous rassurer de temps en temps de voir qu'en face, ils ont un peu peur qu'on y arrive. Donc là, c'est un petit article pour nous rassurer sur le fait que ils sont en train de flipper quand même en face. Hein. Crise sanitaire et économique, hausse du chômage, insécurité. De nombreux députés La République En Marche sont inquiets. Ah bah même ceux de droite, ils sont inquiets de se faire doubler par la droite. S'ils partent sur le thème de l'insécurité, bah, c'est bien fait pour votre gueule. C'est au compte-gouttes que les... Donc c'est dans Le Monde, et c'est un article signé, excusez-moi, Mariama Daram. Ou Daramé, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est juste pour se mettre dans le bain avant l'interview choc. C'est au compte-gouttes que les députés de La République En Marche commencent à regagner Paris et les abords de l'Assemblée nationale. À 2 jours de la présentation du plan de relance économique par le Premier ministre Jean Castex, jeudi 3 septembre, la plupart des élus... Tiens, je vais faire... Moi aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, en zoomant, j'arrivais beaucoup mieux à lire, genre je trébuchais moins sur des mots. C'est fou, ça. Vous vous rendez compte ? Bonjour à toutes et à tous, t'es en forme en ce moment, des jours de suite, ça fait plaisir, j'ai loupé quelque chose. Pas encore, on démarre tout juste le premier article, et on n'a pas non plus commencé le Bourdin malin qui arrive juste après. Voilà. Tu as de la chance. Tu devrais pas arrêter de bosser à Mediapart et faire que du Twitch. Je dois vous avouer que l'idée est intéressante, hein. Mais bon, c'est quand même moins sécurisant que d'avoir un salaire du même montant qui tombe tous les mois, je suis désolé. Là, vous pouvez pas battre ça, hein. Même si vous êtes très aimable et que là, pour la première fois, je vais vraiment toucher beaucoup à la rentrée, je vous le dis en toute transparence, vu que j'ai beaucoup streamé en août, à la rentrée, ça va me faire un bon complément de revenus. Enfin, oui, quand même, je trouve. Donc, en fait, si je m'y mettais vraiment à donf et que je faisais que ça, je pense que je pourrais en vivre. Mais je touche moins de gens quand même que... Je pense que je touche moins de gens qu'avec OLG. Il y a quand même l'idée de... Voilà, j'ai l'impression qu'OLG, c'est utile, quoi. Donc, on va continuer OLG. La Jeff Bezos money. Et OLG, c'est efficace. Bah, je pense aussi, oui, on va pas arrêter OLG. En tout cas, pas cette année. Combien ça te rapporte Twitch, je peux vous le dire, si on est sur de la transparence. Bon, faut enlever les 20% de cotisation, machin, tout ça. Ce sera en dollars, donc pareil, c'est un peu moins que... Je vais regarder. Hein. Je vais regarder, parce qu'en plus, il y a l'historique des paiements, donc je peux vous dire combien le mois dernier, combien ce mois-ci. Ça, j'ai pas besoin de voler l'argent du JDG, quoi. Donc, c'est là... Tac, revenu, historique des paiements, c'est ça. Non, ça c'est... Il n'y a pas historique des paiements, je l'ai trouvé une fois. Bon, alors là, ce mois-ci, 1525 dollars. Enfin, le mois-ci, sur le mois d'août, en fait. Sur le mois d'août, avec que des streams, voilà, autour des 1500 personnes. C'est beaucoup, hein, non mais je suis d'accord que c'est vraiment beaucoup. Mais c'est la première fois de ma vie, hein, ça m'était jamais arrivé avant. Je pense qu'il y a vraiment aussi beaucoup de monde qui arrive aussi sur Twitch, mais tu sais, qui ont pris l'habitude en fait de lancer Twitch, vous me confirmerez dans le chat, qui ont pris l'habitude de lancer Twitch comme ça, et puis de regarder qu'il y a dans leurs abonnements à gauche, en fonction de ce qu'ils font, en fonction du nombre de gens, et ils regardent, voilà, je fais même pas de... Ah ouais, non, c'est lourd, hein.
Mais je fais même pas de... Alors, moins 20%, donc, oui, il faut enlever les cotises, il faut enlever le fait que c'est des dollars. Donc ça, on est aux alentours de 1000, enfin, entre 900 balles et 1000 balles, quoi, en gros. Il faut remettre dans le... Voilà. Donc c'est pas encore un salaire, pour être honnête. C'est pas encore un vrai salaire. Le bourgeois, on peut pas revoir tes streamings. Eh oui, mais c'est comme ça que je fais 900 balles, 1000 balles. Eh ouais, mon gars. Il faut penser marketing, il faut penser business un peu. Un minimum vieillesse pour les jeunes. Mais le mois dernier, j'ai touché 300 balles. Hein. Et le mois d'avant, ça devait être 200, etc. Tu vois, normalement, c'était ça, c'était ça, mes ordres de grandeur. Voilà. Et puis, moi, ça va m'aider considérablement parce que, en fait, j'ai rien touché cet été. Vu que je suis pas salarié Mediapart, que j'ai pas encore fait mon intermittence. J'ai rien touché cet été, donc rien au mois d'août. Rien début septembre non plus. Sauf, je vais toucher Twitch du coup au milieu du mois. En fait, ça va grave m'aider. Donc voilà. Je vais pas m'acheter un nouveau canapé si vous voulez. Je vais faire les courses avec. Je vais avoir l'intermittence là. Je vais avoir l'intermittence bientôt. S'il faut sub, c'est pour éviter que les espions chinois voient les lives. Exactement. Ça paye bien OLG? Non, je suis pas salarié de Mediapart. Bon, puisqu'on est sur le chapitre. OLG, ça paye entre 1005, 1006 et 1009, selon s'il y a eu 3 épisodes dans le mois ou si c'est un mois à 4 lundis. Vous voyez? Si c'est un mois à 3 lundis, je vais toucher 1006. Si c'est un mois à 4 lundis, je vais être plutôt vers les 1009. Donc vous voyez, on n'est pas encore... Alors je suis conscient que c'est un salaire que moi, avec mon bac, j'aurais pas pu avoir dans une grande boîte ou je sais pas quoi. Mais on n'est pas dans des grosses fortunes, j'ai envie de dire. C'est l'arnaque. Ah, vous trouvez? Vous trouvez qu'ils auraient pu 50-50 avec Ostpol? Non, ça c'est mon salaire, il y a son salaire aussi en plus. Eux, ils nous payent pas... En fait, eux, nous, on leur envoie une facture avec la boîte de prod, French Toast, qui produit aussi Nexus 6. On leur envoie une facture, eux, ils nous payent la somme globale au coût par épisode, qui doit être de 2000 € l'épisode, un truc comme ça. Là-dessus, on paye le cadreur, évidemment. Donc vous voyez, par mois, ça fait soit 6000 balles, soit 8000 balles. Et là-dessus, moi, je vais toucher 1006, 1009, voilà. Et donc, faut payer le cadreur, faut payer Cotentin, faut payer, je sais pas, les frais aussi, l'assurance du matos, le machin, j'en sais rien, c'est pas moi qui fais, j'ai un producteur, c'est pour ça. Les cotisations, tout ça. Voilà. Ouais, faut voir ça avant de dire c'est que dalle. Non, j'ai pas dit que c'était que dalle, hein. Moi je trouve ça bien. Enfin, moi je trouve ça bien. Comme je disais, j'aurais pas pu. J'espérais pas autant avant. Attendez, je crois que j'ai entendu mon téléphone de l'autre côté. Je crois que j'avais des textos en souffrance. On m'avait proposé de boire des coups cet après-midi, mais je les ai vus un peu trop tard et j'avais prévu de streamer. Donc c'était déjà trop tard. Je suis studieux, moi, qu'est-ce que vous voulez? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ben oui, c'était pour dire que je buvais pas de coups. Donc on me dit, ah, il boit pas de coups. Bah non, je bois pas toujours des coups. C'est pas énorme non plus. Ouais. C'est à peu près combien d'heures de boulot un OLG? L'écriture, en fait c'est dur de quantifier le boulot parce que est-ce que dans le boulot je compte ma revue de presse tous les matins où je trouve des idées, machin. Est-ce que je compte le temps que moi je vais consacrer en plus à dérocher des... oui, il faut le compter. Dérocher des interviews pour trouver les passages qui m'intéressent, machin. Donc le travail de documentation précède le travail d'écriture. Le travail de documentation, il est variable d'un sujet sur l'autre. Il y a par exemple, quand on a fait l'épisode sur la convention citoyenne sur le climat, j'ai déroché des heures de convention citoyenne sur le climat avant même de commencer l'écriture. Et puis des fois, c'est beaucoup moins. Si c'est un truc vraiment dans l'actu où c'est pas compliqué de trouver les extraits, machin, tout ça, ça peut être beaucoup moins. Mais des fois, je déroge beaucoup. Mais oui, évidemment qu'il est payé, Cotentin. Alors, c'est pas moi qui le paye, c'est la boîte de prod. Donc c'est Mediapart. Donc ça peut être beaucoup. L'écriture en elle-même, en général, c'est entre 7 et 9 heures.
On le fait en une fois, hein, en une journée. Le tournage, ça va vite. Le tournage, c'est 3-4 heures. Voilà. Le montage, pareil, c'est entre 8 heures et 12 heures. Donc en gros, 20 plus 5, je fais peut-être 30 heures, 35 heures. Ouais, oui, c'est ça, ouais. C'est ça en gros, mais ça m'occupe quoi. Ah, donc on est parti sur les questions, là on peut pas lire l'article, on est parti sur comment j'ai rencontré Cotentin. 3 jours de travail, ouais, allez, on peut dire. Ouais, mais alors avec des journées de 9 heures, si on compte les 3 jours de travail. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à condenser ça sur 3 ou 4 jours de travail. Ouais. Et c'est moi qui monte. Stop la fac, hein, on lit l'article sur les députés LREM. Bon, au moins, transparence. Est-ce que vous avez des désaccords d'écriture? Dernière question, du coup. Comment ça se fait que t'aies pas ton intermittence? Mais parce que je l'avais pas demandé. Là, je l'ai demandé. En fait, c'est bon, je vais la voir. J'ai fait mes heures. Donc, je vais la voir le 15 septembre. Voilà, pensez à moi, je serai à Pôle emploi. Et je l'avais pas demandé parce que je comprenais pas le régime, machin, tout ça. Vous savez, nous les youtubeurs, on est parfois un peu largués sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, quoi, comment on se déclare, machin. Donc là, ça va être plus simple. Et pour savoir s'il y a on n'a pas de désaccord politique avec Host Politique. On est d'accord. On a des désaccords formels sur la manière de tourner les trucs de temps en temps, mais bon, vu que c'est moi qui décide, c'est pas grave, et il sait très bien que c'est moi qui suis le final cut, quoi. Donc bon. Allez, on y va? On continue les députés, là? Donc, Castex. Donc, c'est au compte-gouttes que les députés de La République En Marche, c'est le tout début de l'article, hein, on est en train de parler des députés macronistes qui rentrent et qui sont en train de flipper. L'article dit: la majorité craint une rentrée scolaire, une rentrée sociale volcanique. Et c'est ça que je voulais... développer. C'est au compte-gouttes que les députés de La République En Marche commencent à regagner Paris et les abords de l'Assemblée nationale. À 2 jours de la présentation du plan de relance économique par le Premier ministre Jean Castex, jeudi 3 septembre, la plupart des élus LREM continuent de sillonner leur circonscription. Il y a un côté un peu monotache en ce moment chez les députés de la majorité, et c'est volontaire, souligne Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. On ne fait rien d'autre, si ce n'est de s'assurer que les citoyens sont bien informés de la crise sanitaire et de la manière dont les pouvoirs publics accompagnent cette rentrée, notamment sur le port du masque dans l'espace public. Donc il mélange en fait la com sur le côté sanitaire et la com pour dire regardez comment le gouvernement gère la crise. Bon, il faut un petit travail de terrain. Ok. Soucieux... Autocratie. Soucieux, de nombreux députés LREM redoutent une rentrée éprouvante. La crise sanitaire et économique impose à la majorité un calendrier législatif exigeant. Dès le 15 septembre, une session extraordinaire doit s'ouvrir à l'Assemblée pour l'examen de plusieurs projets de loi, dont celui sur l'évolution du Conseil économique, social et environnemental, sur la recherche et l'enseignement supérieur, ou encore l'accélération et la simplification de l'action publique. Waouh, ça va bourriner encore les réformes à la rentrée. Mais toute l'attention du groupe LREM est tournée vers le vote du projet de loi de finances pour 2022, présenté à l'automne et qui comprend les fameux 100 milliards de budget du plan de relance. C'est un moment très important pour les Français, mais aussi pour la majorité. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre avec le gouvernement et qu'on puisse être en capacité de constituer un projet crédible. Pour l'instant, il n'y a que des annonces, mais très vite, il faudra passer à l'action en votant un budget efficace, affirme Jean-François Eliaou, député LREM de l'Hérault. Après, je sais pas comment il parle, hein, là je fais des voix au pif. Hein. Après 3 premières années denses sur le plan législatif, certains députés de la majorité aspirent à une simplification du travail parlementaire. Il faut cette fois-ci que l'on limite au maximum la surenchère législative, prévient Claire Pitola, députée LREM des Bouches-du-Rhône. Non, les mecs, leur boulot, c'est de faire les lois et de voter les lois, et ils font « Oh, ça, il y en a trop !» C'est votre boulot, les gars. Bon, après, je suis d'accord que il y a une inflation législative et tout, une surenchère sans doute. Bon, enfin, c'est marrant de les voir. Tu sais, c'est souvent des nouveaux entrants là, dans la politique, La République En Marche. Et là, ils se plaignent un peu qu'ils ont trop de travail, ça fait un peu marrer. Hein, ça les fait chier de bosser, ouais. Mobilisation syndicale. Vous voyez que vous parliez dans le... Vous parliez dans le chat de la mobilisation du 17 septembre, je crois. De toute façon, ils vont le redire là, la date. En effet, il y a une première mobilisation.
Donc, les mesures économiques d'urgence mises en place par l'exécutif dès la mi-mars ont été soutenues par le groupe LREM à l'Assemblée. Avec ce plan de relance, on ne commence pas, mais on poursuit une logique qui a consisté à soutenir l'économie. Rappelez-vous, j'ai encore tweeté tout à l'heure, quand vous entendez l'économie, il faut comprendre le capitalisme français. Soutenir l'économie à travers les réductions d'impôts, bah tiens, le prêt garanti par l'État, le chômage partiel, les aides sectorielles pour l'automobile et l'aéronautique. On est armé pour attaquer cette deuxième phase. Soutient Danielle Labaronne, députée d'Indre-et-Loire et vice-présidente de la Commission des Finances. Mais tous ne sont pas de cet avis. Des élus n'hésitent pas à évoquer leur crainte d'une rentrée compromise sur le plan social avec des mobilisations syndicales déjà prévues à partir du 17 septembre. Aujourd'hui, je suis très inquiète, confie une députée de la majorité. Si la rentrée ne se passe pas bien au niveau social et économique et que la relance ne fonctionne pas, nous allons avoir de sérieuses difficultés. C'est peu ou prou notre pronostic. Enfin bon, le risque au bout, c'est à la fois un soulèvement des banlieues et une contestation sociale plus généralisée. Bah oui, ça fait peur. Alors, un constat que partage la députée du Nord, Valérie Petit, ancienne membre de LREM, qui a rejoint le groupe Agir Ensemble, à droite, dans la majorité. On risque d'avoir un choc de pauvreté terrible et, derrière, l'explosion sociale qui va avec. Je le vois dans ma circonscription, de nombreux Français en profession indépendante ou libérale risquent de tomber dans une pauvreté soudaine et pour eux, il n'y a toujours pas de solution envisagée. Ben non, vu que tout est pour les grandes entreprises. C'est la même chose pour les moins de 25 ans. On a déjà eu les gilets jaunes, on a déjà eu des milliers de gens dans la rue. Je suis pas sûr que le gouvernement ait véritablement pris la mesure du problème. Juge Madame Petit. C'est pas Madame Au Petit, je pense que c'est pas la même. Ouais, c'est assez marrant. Ça, je trouve ça vraiment pertinent de lire cet article-là, de voir les inquiétudes de gens qui avaient adhéré au projet de Macron, qui sont de sensibilité de centre-droite, voire de droite, et qui sont en train de dire, mais là, on va avoir une explosion de la pauvreté, et le gouvernement a rien prévu, en fait. Parce que là, son truc d'aider les entreprises, c'est clair, enfin, ils le savent quelque part. Aider les entreprises, très bien, les entreprises vont aller bien. De la même manière que le chômage partiel, très bien, on paye les salaires à leur place. Mais, et les gens? Parce qu'au bout d'un moment, les entreprises, s'il n'y a pas de demande, ils vont pas continuer à employer des salariés pour moins produire, s'il y a moins de demande, par exemple. S'il y a une paupérisation, voilà, parce qu'il va y avoir du chômage, une explosion du chômage, donc il va y avoir une baisse de la demande, etc. Eux, ils disent, bon, ça peut ne... Va falloir peut-être faire un truc pour la pauvreté, en fait. Va peut-être falloir faire un truc pour la précarité, alors que... Enfin, bon, bref, vous avez compris l'idée. Ces craintes sont elles-mêmes exacerbées par... Mais je trouve ça vachement intéressant que les députés LREM, eux-mêmes, soient en train de se dire « Ouh là 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 là, si ça passe pas... » Et ça risque de pas passer, parce que le plan, la politique de l'offre, on connaît, quoi. Ça risque de pas passer. En plus, c'est lent, la politique de l'offre. C'est on aide l'entreprise en espérant que tout parte pas dans les dividendes. Alors, c'est pas vrai pour les petites entreprises, mais c'est vrai pour les grosses. On aide les entreprises. Donc, en plus, on baisse les recettes de l'État. Donc, après, derrière, ça va faire des coupes dans le service public, etc. On va attaquer la sécu, on va attaquer les retraites, on va attaquer machin pour raboter tout ce qu'on peut. Donc, on aide les entreprises en espérant qu'elles embauchent, mais ça prend du temps, ça. Il faut que l'économie se relance pour qu'elle embauche. C'est à ces conditions-là que les entreprises embauchent. Si l'économie se relance pas, les entreprises vont pas embaucher, elles vont au contraire licencier. Et il y a eu pas mal d'articles et de threads sur le fait qu'en fait, c'est depuis la première loi travail El Khomri, depuis l'époque de Hollande, et ensuite la deuxième couche qui a été passée par 3 années de Macron, si vous voulez, il est beaucoup plus facile de licencier qu'avant. Donc si elles veulent licencier, mais elles vont licencier. Elles vont licencier. Donc on va avoir explosion du chômage. Je pense que les dividendes vont bien s'en sortir, les bourgeois, ça ira bien pour eux. Sauf peut-être, voilà, les petits commerçants, les machins. Enfin, non, eux, c'est pas eux que je range évidemment dans les bourgeois, machin. Mais quand je veux dire, quand je parle pas des employés, si vous voulez, quand je parle de gens qui possèdent leurs moyens de production, eux, ils vont peut-être voir que, bah oui, il y a une baisse de la demande, les petits commerces, les machins, ça va continuer, quoi. C'est une super bonne nouvelle pour Lidl, pour les nouvelles enseignes de hard discount. L'explosion de la pauvreté, ça va être super. Eux, en plus, ils vont se manger, ils vont avoir le droit au crédit d'impôt et tout, donc c'est très bien. Mais il y a plein d'entreprises pour lesquelles c'est pas du tout une bonne nouvelle. Voilà, bon. Donc, on continue là-dessus. Ça, c'est ce dont ils ont peur quand ils regardent voilà, les masses laborieuses, quand ils regardent vers le bas. Ces craintes sont elles-mêmes exacerbées par le retour du débat sur l'insécurité et la médiatisation de plusieurs faits de violence depuis le début de la saison estivale.
Avant même de parler de relance économique, il faudrait restaurer l'ordre républicain, estime Valérie Petit. Il est nécessaire que le président ait un discours nourri sur ce qu'est la République et sur ce qu'est l'autorité de l'État. Tu peux y aller, mon gros, hein, on t'écoute. Une voie que semble emprunter Emmanuel Macron, putain je rote en même temps que je parle, une voie que semble emprunter Emmanuel Macron qui proposera un discours sur la citoyenneté depuis le Panthéon, à l'occasion des 150 ans de la proclamation de la République vendredi 4 septembre. Là où la majorité doit être maintenant intransigeante, c'est sur les sujets régaliens, avec la lutte contre l'insécurité, les incivilités et une réponse judiciaire à la hauteur de ses actes, ajoute Lauriane Rossi, députée LREM Hauts-de-Seine, bien de droite. Très bien. À 2 ans des prochaines élections présidentielles et législatives, les propositions de loi se multiplient. Certains même au sein de la majorité espèrent voir le retour à l'Assemblée de projets abandonnés. Retraite, assurance chômage, scrutin à la proportionnelle. Des élus de la majorité pensent déjà au bilan qu'ils devront défendre dans la perspective d'une campagne électorale en 2022. Cette rentrée doit nous permettre de nous positionner sur les enjeux de fin de mandat. C'est essentiel que l'on puisse rendre compte aux Français et qu'on puisse les valoriser par territoire, indique Claire Pitola. Merci Tonks de la Vega. Merci Tonks de la Vega. Oui, les sujets de droite, hein, le truc, la montée de l'insécurité, vous aurez remarqué, la montée du sujet insécurité, c'est que depuis que Darmanin est au ministère de l'Intérieur, hein, il veut nous faire une Sarkozy, donc hyper communication, machin. Et on a souligné hier, vous étiez d'accord, à quel point ça tombait vachement bien que le mec lance des polémiques sur le mot ensauvagement, sur l'insécurité, etc. Parce que il avait lui-même un certain nombre de vraies polémiques sérieuses au cul. Et que voilà, de toute façon, leurs petites opérations de diversion là, sur l'insécurité, sur l'islam et tout, machin, c'est quand il y a d'autres sujets qui les emmerdent, hein, surtout. Et c'est quand on n'arrive pas à imposer nos sujets. Donc là, à la rentrée sociale, comme je le disais, ça va être à nous d'imposer nos sujets. Et on va le voir, à mon avis, ça va être aux profs, ça va être aux soignants, je suis désolé, c'est toujours à leur place. Ça va être voilà, aux salariés, aux syndiqués, aux chômeurs, aux précaires, à toutes celles et ceux qui voudront aller dans la rue pour foutre un peu le sbeul. Ça va être aussi au mouvement antiraciste de reprendre du poil de la bête. J'ai vu qu'il y avait un rassemblement là au Trocadéro parce que le backlash est super violent. Le backlash post-Black Lives Matter est super violent. On va en parler juste après en regardant l'interview de Bourdin, l'interview faite par Bourdin de Daniel Obono. Donc voilà, il va falloir reprendre un peu le lead, un petit peu. Parce que sinon, ils nous polluent avec leurs sujets de merde, qui n'ont pas lieu d'être. Et après, leur solution, c'est, c'est quoi? Des amendes de 200 balles pour les fumeurs de weed? Non mais c'est quoi ça? Bref. Comme depuis le début du quinquennat, beaucoup... Ah, c'est bientôt fini, c'est fini. Comme depuis le début du quinquennat, beaucoup espèrent toujours faire évoluer les rapports entre la majorité et le gouvernement, souvent décrits comme ascendants, et ayant contribué à renforcer un sentiment d'inutilité chez de nombreux députés. Je crois qu'il y a un changement de mentalité qui s'opère dans le groupe. Il y a une volonté de s'imposer davantage face à l'exécutif. Non pas pour s'inscrire dans un rapport de force, mais parce qu'on n'a pas toujours été aussi offensif qu'on l'aurait voulu pour défendre nos projets de loi. Explique Madame Rossi. Pour l'heure, les députés LREM l'admettent, impossible de se projeter tant que le successeur de Gilles Legendre à la présidence du groupe ne sera pas connu. Il doit être élu le 9 et 10 septembre. Nous sommes un peu prisonniers de ce calendrier intense. Pour l'instant, il n'y a pas de réunion ni de débat pour préparer le plan de relance, juste quelques réunions informelles à vous désabuser un cadre de la majorité. Bon, ça nous intéresse moins déjà. Donc on va partir sur le truc Obono, le Bourdin malin. Voilà, donc ils sont en train de flipper. La rentrée sociale, ça va être chaud. Il y a du pain sur la planche. Pour tout le monde. Pour nous y compris, évidemment. Il a enfin dégagé ce déchet de Legendre. Oui, il dégage Legendre, oui. Attends, je suis un peu bleu, c'est pas très joli. Normalement, là, je devrais être plus jaune. Je suis plus jaune, là. Oula, je suis plus jaune. Voilà, ça s'adapte. Je suis moins bleu. Voilà. Plus horrible encore que Bourdin, il faut regarder le duplex de Hugo Bernalicis sur CNews. Je vais le chercher, on va regarder. Il y a peut-être je vais regarder si Hugo a posté ça sur Twitter. Je vais regarder si je chope l'extrait. Pourquoi ça doit être sur la sécurité? Normalement, Hugo, c'est le spécialiste, donc du coup, France Insoumise, des questions de sécurité et de police-justice, en fait. Il a pas mis d'extrait, lui, sur son Twitter, de son duplex. Non, ça c'est quelqu'un d'autre. Ça c'est Tugdual mes couilles de Valeurs Actuelles.
Vous avez un lien là pour le truc de sur CNews? J'ai pas envie d'aller fouiller. Ah, c'est sur sa chaîne YouTube. Bon, je vais regarder. Très bien, très bien, très bien. YouTube. Hugo. Hugui, non. Hugo. Bernalize 6. Daniel Obono. Ah, d'accord. Ah ouais, ça dure 16 minutes, les enfants. C'est priorité au bourg d'un malin. Hein. Priorité au bourg d'un malin. Voilà. On va écouter Obono elle-même plutôt que le duplex sur CNews. Évidemment, c'est CNews. Donc, plutôt que d'écouter son camarade qui la défend sans doute, ouais, j'espère bien, sur CNews, on va directement passer au bourdin malin avec la députée Obono. Tac, voilà, on est prêt. Hashtag on est prêt. C'est l'heure des proutes. Non, c'est le bourdin malin. 1 heure de blaireau de PMU, je dirais plutôt. Ouais. C'est parti alors, évidemment. Alors. Daniel Obono, bonjour. Je vous rappelle les règles. On essaie de deviner les questions et les réponses. On essaie de deviner les questions de Jean-Jacques Bourdin et les réponses. Alors, tiens, on peut déjà regarder le sous-titre. Là, on parle de Nouvelle-Calédonie, restrictions aux frontières de l'archipel. Tiens, c'est rare. Donc, ça parle du virus et ça parle de la Nouvelle-Calédonie. Bon, normalement, si elle est là, c'est pour parler de valeurs actuelles. Par contre, je me suis fait spoiler sur Twitter. Apparemment, elle n'en parle pas tout de suite. C'est-à-dire que je me suis fait spoiler par Siam Asbak qui a fait un tweet. Apparemment, Bourdin ne pose la question que vers 9 ou 10 minutes. Donc sur quoi... Bah oui, désolé. Du coup, moi, je me suis fait spoiler, donc je peux pas jouer sincèrement. J'aurais pu faire semblant, mais moi, j'aime pas tricher. J'aime pas tricher. Ah, Charlie Hebdo, oui, elle peut partir sur Charlie Hebdo. Je sais pas de quoi il va parler par contre. Hein. Je sais juste que Valeurs Actuelles, il n'en parle qu'à ce moment-là. Mais oui, Charlie Hebdo, vu que ils ont chouiné là sur Charlie Hebdo en mode... Ça, j'ai vu les tweets, hein, vous avez vu... en fait, la meuf, elle est victime d'une attaque raciste, tu vois, innommable par Valeurs Actuelles. Et en fait, tout le monde s'est mis à l'attaquer, elle, sur le fait qu'elle avait pas pleuré pour Charlie. Il y a eu un article sur France Info qui nuance le fait que... Attendez, c'est plus compliqué que ça, sa position, c'est pas juste « j'ai pas pleuré », c'est un peu... et l'article nuance sur France Info. Je sais plus comment s'appelle l'article, j'ai vu passer le tweet aussi. Mais oui, je pense qu'il va l'attaquer sur Charlie. Vous n'avez pas pleuré, ça vous fait rien, Charlie. C'est quand même les procès en ce moment. OST a retweeté le thread de Obono directement. Oui, je l'ai pas lu, le thread de Obono justement, qui est le thread avec tous les hashtags Bourdin direct, qui en fait c'est pas elle, hein, c'est sa chargée de com à côté, qui pendant qu'elle est sur le plateau, tweet ses meilleurs punchlines avec le hashtag BFM matin. Là. Il se base que sur les propos de Zemmour. C'est normal de pas pleurer pour Charlie. Bah j'ai pas pleuré non plus, je sais pas, vous avez pleuré pour Charlie? Ouais, mais bon, les attentats, c'était pas le premier, c'était pas le dernier. Maintenant, il faut pleurer sur commande. Tu sais, c'est la Corée du Nord. Hein. C'est en Corée du Nord qu'il faut pleurer sur commande si le chef est mort et tout, quoi. Enfin bref, je vais peut-être un peu loin, là. Alors, on a dit première question, ça devrait être sur Charlie. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes député de Paris, la France insoumise. Invité Daniel Obono, le jour de l'ouverture du procès... Gagné, c'est Charlie. Je sais plus qui a dit ça dans le chat. Mais bravo. Des complices présumés des assassins de Charlie Hebdo, de l'hyper... La compassion de Usul. Non mais la compassion, vous avez de la compassion, vous, quand des gens meurent en Méditerranée? Non, moi c'est la compassion sélective que je trouve intéressant. Et ce que je trouve intéressant, c'est pas le mot compassion, c'est le mot sélectif. Sur quoi vous pleurez, sur quoi on vous oblige de pleurer, et sur quoi on vous dit de pas pleurer. Si vous voulez faire comme le pouvoir, faites comme le pouvoir, c'est très bien. Cachère de la policière Clarissa Jean-Philippe, quelle indignité! Ai-je lu sur les réseaux sociaux? Il fait l'innocent. Moi j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Donc vous condamnez la violence, ouais, ça va être un peu ça. Vous condamnez la mort de Charlie. Oui, j'ai pas pleuré non plus pour la mort de Johnny. Désolé. J'ai pas non plus pleuré pour la mort de Chirac. Pareil, je suis désolé. Pareil, j'étais un peu à contre-courant à l'époque. Donc peut-être que c'est sélectif. Donc, il lui relaie les attaques qu'il y a contre elle sur le réseau et va lui demander d'y répondre.
Donc finalement, il les fait presque siennes, mais en se cachant derrière le fait que, oh, moi, vous savez, j'ai juste lu ça sur les réseaux, député Obono, la France Insoumise. Mais pourquoi indigne ? Parce que Danielle Obono a écrit qu'elle n'a pas pleuré Charlie. La liberté d'expression doit permettre d'écouter toutes les voix et toutes les opinions. Donc je suis heureux de vous recevoir, Danielle Obono. Il commence en disant, en fait, qu'elle est pas très Charlie, et que lui, héros de la liberté d'expression, c'est très chelou, hein. Genre, il est presque obligé de s'excuser de l'avoir invité auprès de ses spectateurs. C'est hallucinant. Je vous ai invité au nom de la liberté d'expression, mais tu l'invites parce que c'est une députée, elle a le droit à la parole, elle a rien dit de condamné. Putain, vous avez aucun mal à inviter Zemmour, à inviter des multi-condamnés. Bon, très bien, ça commence très bien. Ça commence très bien, hein. Quel enfer, ouais. Le ton est super hardcore dès le début. On a le décor est planté. Donc là... Est-ce que vous avez lu Charlie Hebdo ce matin ? Question fermée, question pas très intéressante. Donc là, soit elle répond oui, soit... Donc ils ont republié les caricatures de Mahomet sur leur... De toute façon, maintenant, c'est devenu leur fonds de commerce. Donc ils ont republié les caricatures de Mahomet sur leur couverture. Est-ce que ça vous choque, machin ? Si elle dit non, bon, bah du coup, c'est pas très Charlie de dire non. Oui, non, ça y est, ça m'énerve déjà. Regarde son visage, c'est vrai qu'elle est là. Qu'est-ce qu'il va où, là ? Ça y est, on est parti en procès Charlie. Ça va être mon procès Charlie, quoi. Et tu sais, il y avait... Enfin bon, bref, allons-y. Non, je suis pas du matin et du coup, je lis peu, en fait, les journaux. Et... Oui. Oui, mais c'est Charlie, on est obligé de lire Charlie, quand même. Ça vous intéresse pas, Charlie Hebdo ? Bon, bah, elle a pas enchaîné. Tu vois, en plus, c'est ça qui est terrible avec Danielle Obono. C'est que la meuf, elle est même pas agressive, quoi. On peut même pas la repeindre en excitée. C'est même pas une excitée, elle est calme. Elle est soft. Elle aurait pu... Moi, tu vois, vous voyez comment je me suis énervé direct à sa question. Il y a d'autres gens qui seraient montés direct au créneau. Moi, je l'ai vu, du coup... aux universités de la France Insoumise, il y avait aussi Maboula Soumaoro. Je pense que Maboula Soumaoro, on démarre une interview comme ça, direct, elle te dit « Et vous, Jean-Jacques Bourdin, pourquoi vous me posez cette question ? Il y a quoi comme présupposé derrière ?» Tu vois, tu peux l'attaquer direct, en fait. Vers où vous voulez aller ? Précisez votre pensée, monsieur Jean-Jacques Bourdin. C'est quoi votre question ? Tu peux l'attaquer comme ça. Ou Mélenchon ferait ça, oui, un Mélenchon ferait ça, oui, voilà. Elle est smooth. Je compare les noirs. Je compare les meufs qu'on va attaquer sur des trucs avec des biais racistes. Donc oui, du coup, là, pour le coup, je prends 2 meufs noires, mais parce que les meufs qu'on va attaquer direct avec des questions qui ont des présupposés racistes. On va poser des questions à elles qu'on va pas poser à d'autres qui, pourtant, il n'y a pas que des noirs et des musulmans qu'on condamnait, qui, à l'époque, s'inquiétaient de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo avant les attentats. Mais c'est toujours à ceux-là qu'on est venu poser des questions derrière. J'écoute peu la radio, en vérité. Savez-vous que Charlie Hebdo, cette semaine, reproduit les caricatures, voilà, très bien, on y arrive, reproduit les caricatures. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que vous trouvez que c'est de la provocation ? Vous avez dit que vous n'avez pas pleuré. Bon voilà, là c'est l'inquisition Charlie Hebdo. Elle est sommée de dire que c'est très bien la liberté d'expression. C'est très bien qu'on continue à faire de la provoque. Tant que c'est un fonds de commerce, il faut y aller, il n'y a pas de souci. Les caricatures publiées en 2005 par le journal danois Jyllands-Posten. C'est même pas 2 en plus, ils ont recyclé des trucs d'un truc islamophobe. Vraiment, bref. Republié par Charlie Hebdo, vous le savez ? J'ai entendu. Alors, oui, j'ai entendu parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'elle peut dire ? Qu'est-ce qu'elle peut répondre là à Jean-Jacques Bourdin ? Bon, moi déjà, j'étais parti sur moi j'attaquerais Jean-Jacques Bourdin. Mais bon. Partons sur un truc plus smooth parce qu'on doit deviner ce qu'elle dit. Hein. Et Danielle Obono, elle est calme, on a dit. Elle est calme, donc liberté d'expression, très bien. Moi je l'attaquerai en fait. Moi je reste là-dessus. Je l'attaquerai directement. Vous feriez quoi, vous, si vous étiez Obono, à ce moment-là, et on vous attaque direct sur... Alors, les caricatures, ça vous fait quoi, là, les caricatures publiées, ça vous inspire quoi ? Il n'y a même pas de question, en plus, hein. C'est vraiment, vous condamnez pas Liberté de blasphème, voilà, c'est ça. Liberté d'expression vis-à-vis de sa position avec valeurs actuelles. Ah, mais c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Là, il y a quand même une grosse différence, quoi. Mais on y reviendra parce qu'après, on va parler de valeurs actuelles. Mais si, tu vois, la liberté d'expression, c'est un truc. Après, il y a des limites à la liberté d'expression. Elles sont dans la loi.
Et ce qui a été fait à Daniel Obono me paraît pas être... c'est pas une histoire de délit d'opinion, c'est une histoire de les opinions racistes, normalement, sont punies, on n'a pas le droit de les exprimer. Là, on n'a pas le temps, enfin, on pourrait, mais on pourrait lire le texte en entier, parce que tout le monde ne l'a pas fait, mais moi, je l'ai fait, et on pourrait lire le texte, et vous voyez qu'en fait, c'est un texte, mais d'un racisme, qui postule la supériorité blanche tout le long, tout en ironie, etc. C'est un mégatexte giga raciste. On a dit à un moment, collectivement, que les appels à la haine, à la discrimination et les propos racistes, machin, tout ça, dans l'espace public, c'est niet. Il y a des condamnations, etc. Il y a pas, voilà. Il essaie de la piéger. Donc vous diriez quoi, vous? Obono est un peu calme, mais le chat, non. Prenez exemple sur Obono. Ah mais là je vais attirer des... C'est sûr qu'avec ce sujet-là, va y avoir de la provoque dans le chat. Hein. Donc je préviens direct. Ici on est tolérant, mais en fait pas tellement. Hein. Pas avec les trucs qui vont défendre le racisme, par exemple. Voilà. Ça c'est pas un truc. Alors toi tu répondrais... Doué répondrait pourquoi les proprios de Charlie font de la provoque sociale en un temps de problème économique. Moi, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible parce que bon... C'est pas terrible. Enfin, ça me paraît hors sujet, si tu veux. Ça me paraît vraiment un peu trop de... Voilà. Elle veut que la justice se fasse. Ouais, elle pourrait dire ça. Mais là, on n'est pas encore sur Valeurs Actuelles. On est juste sur Charlie Hebdo. Ah oui, elle veut que la justice se fasse dans le cadre du procès de Charlie. Oui, bien sûr, évidemment. Et moi, je répondrais « Et ta mère », très bien. Courage d'avance au modo, évidemment. Merci Vince. Ban si ça va trop loin, on vous prévient. On a le ban facile ici. Hein. Elle va être ludée en disant que c'est bien sûr terrible ce qui est arrivé. Ouais, elle peut dire c'est... Bah oui, bah elle est obligée de donner des gages. Elle va donner des gages. Elle va dire, mais évidemment, je condamne les attentats, machin. Enfin, tu vois. On est obligé de dire ça comme si ça allait pas de soi. Évidemment qu'on condamne les attentats. Oui. Vous l'avez entendu. Reproduire cette semaine, c'est ce que dit la rédaction de Charlie Hebdo. Reproduire cette semaine de l'ouverture du procès les attentats de janvier 2015. Faudrait ban Bourdin, on me dit. C'est vrai, faudrait ban Bourdin. Ces caricatures nous a semblé indispensables. C'est la rédaction qui le dit. C'est courageux ? Écoutez, ils en ont bien le droit. Non, mais c'est pas la question que je vous pose. Est-ce courageux ? Écoutez... Alors, est-ce courageux ? Moi, je lâcherais peut-être un... Mais écoutez, j'avoue, on voit qu'elle cherche, parce que moi, j'ai envie de dire, à la fois, c'est courageux dans la mesure où il y a quand même eu un attentat, machin, tout ça, les mecs sont toujours sous protection policière, dans le mindset dans lequel ils sont, pour eux, c'est un truc de courage, et je peux pas dire que les gens de Charlie Hebdo soient pas des individus qui, pris un par un, soient pas courageux et soient pas passés par une épreuve terrible. La question, c'est est-ce que c'est opportun dans le débat public, aujourd'hui, de ramener ces problématiques-là ? Bon, ça engage leur... Tu peux partir comme ça, peut-être. Un OLG sur le changement de ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Il y a un bouquin qui existe, qui s'appelle Iroquois, je crois, de Denis Robert, sur le changement de ligne éditoriale de Charlie Hebdo, qui est bien avant les attentats. Non, il est paru juste après les attentats, je crois. Mais il parlait pas des attentats, à la base. Donc si ça vous intéresse de savoir comment Charlie Hebdo est devenu ce truc bête et méchant des années 70 et comment il est devenu ce truc conservateur aujourd'hui, ça vous intéresserait. Il me déçoit Bourdin, je savais pas qu'il était comme ça. Oh bah si, bah si. C'est courageux d'être islamophobe. Oui, c'est pas courageux d'être islamophobe. Ouais, mais tu vois, c'est un peu... faut quand même donner des gages. Faut commencer en disant, bah non, évidemment, faut resituer. Ils ont vécu des trucs terribles, etc. C'est l'ouverture du procès du siècle aujourd'hui en même temps. C'est le procès du siècle, ça ? Il me semble pas, non ? Un procès joué d'avance, c'est pas le procès du siècle. Le bouquin, c'est pas Mohican au lieu d'Iroquois. Si, merci. Et j'hésitais entre Iroquois et encore une autre tribu d'Indiens, un autre peuple américain, je sais plus lequel. Tu peux reciter le livre, donc Mohican, Mogwai, Iroquois, je sais plus. Bon, allez. Ils ont fait un choix, c'est un choix éditorial qui censément s'adresse à... Putain, c'est con parce qu'elle a l'air de galérer comme si elle était pas préparée, quoi. Putain, tu devrais arriver avec des éléments de langage béton, là. Daniel, faut les préparer. Parce que là, on dirait que t'es en galère.
Et en vrai, la question, elle est piège. Évidemment, c'est une question casse-gueule. Tu peux que te casser la gueule si tu veux répondre vraiment ce que tu penses sur le fait que, voilà, est-ce que c'est opportun, dans quel état d'esprit c'est fait, machin, tout ça. On se doute bien, voilà, mais ce qui peut être le courage des uns peut être vu par d'autres comme une provocation. Bon, c'est relatif, ça dépend de la place qu'on accorde à ce sujet, comment on le traite. Peut-être qu'elle pensait pas être interrogée sur ça, mais c'est naïf de penser qu'elle serait pas interrogée sur ça. À ce crime qui a été commis. Voilà, après, écoute. Donc elle rappelle que c'est un crime. Moi je pense que ce moment important, ce moment de procès. Plus que crime. Assassinat plus que crime. Bah, l'assassinat c'est un crime. L'autre vraiment c'est pour. C'est vraiment il en rajoute une couche Bourdin qui sert pas à grand chose. Ce crime atroce, oui. ces meurtres. Oui. Voilà, elle donne des gages. Ce crime atroce, ces meurtres, et là Bourdin dit oui, exactement, oui, voilà. Donnez-nous des gages sur le fait que vous n'avez pas été contente le jour de l'attentat de Charlie, hein? Parce que c'est un peu ça, chez les gens d'extrême droite, tout ça, ils ont l'impression que les islamo-gauchistes, les indigénistes ont jubilé le jour de l'attentat de Charlie, ce qui est évidemment absurde, enfin, bon. Ça commence sur les chapeaux de roue aussi, il n'y a pas d'échauffement. Bah oui, non mais évidemment, mais c'est Bourdin, tu sais que c'est Bourdin, tu vas pas... T'as pas 1h30, t'es pas à voix nue sur France Culture où tu peux développer, tu sais que l'autre il va y aller direct. Mérite aujourd'hui un procès, une justice qui permette non seulement de s'interroger sur ces processus qui ont mené à ce massacre, mais permettent aussi une forme de réparation, qui permettent aussi de se questionner en tant que société. C'est un procès, c'est un moment... Moi c'est bien, il monte en généralité sur comment on en est arrivé là, quoi. Comment on en est arrivé là, ça devrait nous questionner en tant que société, très bien, très bien. Ça, en plus c'est très vague, mais Bourdin à mon avis va revenir sur un truc très précis, sur le « vous n'avez pas pleuré ». Voilà, Bourdin a l'air d'être parti là-dessus, hein. Mais c'est vrai qu'elle a l'air de galérer, c'est triste. C'est triste. Pourquoi on va encore chez Bourdin si c'est vraiment aussi nul? Parce que c'est regardé, parce que c'est un rendez-vous politique, les ministres y vont, c'est aussi une exposition, puis il faut être présent, quoi. Il n'y a pas de réponse possible dans un show à la Bourdin de quelques minutes où tout est fait pour aller vite. C'est fait pour empêcher les arguments de fond, elle a perdu du moment où elle a mis les pieds dans le studio. Elle aurait dû aller sur YouTube et s'expliquer longuement, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'opinion des spectateurs de Bourdin? Bah non, les spectateurs de Bourdin, il y a tout, hein. Il y a de tout, vraiment. Regarde, il y a nous, déjà. C'est pas grave qu'elle prenne son temps s'il dit pas de conneries. Salaud. Merci Pi Bavarde. Merci Pi Bavarde. Bah, ici, c'est bavard aussi. Pour ton abonnement de niveau 1. Elle a l'air perdue, mais elle est agressée dès qu'elle arrive. Avec, oui, c'est pas des crimes, hein, c'est des assassinats. Hein, oui. Voilà. En fait, ils sont en train d'essayer de lui faire dire quelque chose. Et elle se demande si elle va pouvoir arriver à dire autre chose. Donc elle tente la montée en généralité. Ça devrait nous interroger tous sur quelle société, quelle valeur, quel machin, je sais pas quoi. Elle va peut-être partir elle essaie de monter en généralité. Qui nous concerne tous et toutes en vérité. Pas simplement les personnes qui sont accusées. Réparation. Je pense que c'est une réparation collective aussi, parce que la justice doit servir à ça. Moi, je crois en la justice comme un moment collectif, justement. Réparation collective. Oui, parce que mais ce qui s'est passé... coupables Les coupables... Mais vous le savez, ils sont morts, mais il est con, lui. Sont aujourd'hui ceux qui sont à la barre ou qui sont accusés de complicité. Et je pense, et quand je parle de réparation, c'est ma vision de la justice comme ce moment. Un truc républicain et tout, pas de souci, qui aide la société à processer ces trucs, à fixer des limites et à donner du sens, hein, mine de rien. La justice, ça donne du sens aux choses, ça précise, voilà, enfin dans le discours républicain, quoi. Moment de décision et de réparation, parce que justement, c'est toute la société qui a été impactée par ça, affectée, et c'est du coup une réparation individuelle et collective pour tous ces publier ces et donc le choix. Il revient sur son truc de merde. Merci Lord Blanquette. Donc lui, comme je vous l'avais prédit. Merci Lord Blanquette pour ton prime. Comme je vous l'avais prédit, elle essaie de monter en généralité et d'interroger sur ce que sert, voilà, ce à quoi doit servir un tel procès dans un tel moment, collectivement, etc. Lui, il dit, eh oui, mais sur les caricatures, vous, hein, on revient au particulier, etc. Le choix de la rédaction est ce choix-là. Voilà, c'est un droit, c'est la liberté d'expression. Oui. Justement, on en parle énormément. On peut le critiquer, et ça fait partie aussi de la liberté d'expression, n'est-ce pas, Monsieur Bourdin? La liberté de critiquer. Ah, elle contre-attaque. On avait le droit de critiquer la ligne de Charlie Hebdo.
Et nous, c'est tout ce qu'on a fait, en fait. On n'a jamais applaudi les terroristes, etc. Donc c'est bien, elle reprend un peu le dessus en interpellant elle-même Bourdin. Bien sûr. Et on peut le critiquer, on peut le comprendre, on peut y adhérer. Voilà, moi, c'est une incitation je suis, à la haine. La publication de ces caricatures, c'est une incitation à la haine. Je ne crois pas. Je crois que c'est dans la tradition, y compris de ce journal. On peut ne pas le comprendre. Droit au blasphème, liberté On d'expression. peut ne pas le comprendre et je pense que Oui. c'est aussi légitime de le critiquer, puisqu'on peut critiquer tous les choix. Mais quand il était critiqué, Charlie Hebdo, donc avant les attentats, il y a personne qui demandait l'interdiction de Charlie Hebdo, hein, parmi les gens qui le critiquaient. Juste des gens qui disaient c'est devenu un journal réac, qui a aucun problème avec à faire en effet son beurre sur l'islamophobie, machin. D'ailleurs, à l'époque, les ventes étaient en berne. Hein, le truc, c'était, il avait fait une sur en mettant, je sais plus, une femme qui disait il y a bon les allocs. Enfin voilà, tu avais l'idée, c'était de dire mais putain, c'est devenu un vieux journal de réac raciste. C'était pas de l'interdire. C'est là où ils sont malhonnêtes en face. Merci Iceman 62 455 et Yanature. Merci Yanature aussi. Salaud sur Twitch mais pas sur BFM. La une sur les allocs. Ouais bah oui, ouais, c'était chaud. C'était chaud, c'était devenu un vieux journal de droite où il restait sans doute des gens de gauche dans la rédaction, mais qui laissaient passer un certain nombre de trucs qui étaient racistes, quoi. Avec des caricatures racistes. Bon, ça se discute. Choix éditoriaux de qui que ce soit, à partir du moment où une expression se forme, se publie, se diffuse, on peut la critiquer, on doit pouvoir la critiquer, et je pense que c'est de l'ordre du débat démocratique. Daniel Obono, vous n'avez pas pleuré Charlie pour... Oh bon, je savais qu'on allait y arriver, mais ça fait toujours du mal. Vous n'avez pas pleuré Charlie, pourquoi, hein, allez-y. Bon. Pourquoi? Monsieur Bourdin. Oui. Je parlais de ce moment important, Oui. et je crois qu'il ne faut pas le rabaisser en essayant de créer des mauvaises polémiques. Je dis ça parce qu'en fait, ce à quoi monsieur, c'est pas moi qui l'ai écrit, non, Daniel Obono, monsieur, c'est vous. j'ai écrit un long texte, mais je vais vous le dire, je vais vous expliquer. Évidemment. Ah, il a lu le texte Et, Je l'ai lu. Vous avez lu en longueur, Oui. donc je pense que vous avez essayé de comprendre ce que j'essayais de dire. Ce que vous êtes en train de me demander là... C'est vraiment un truc en plus de l'extrême droite, ça, c'est tu prends une petite phrase, machin, tu la sors de son contexte et tu dis regardez, il a blasphémé en fait. C'est un nouveau... tu te fais cancel en fait, tu te fais cancel parce que t'as blasphémé. Là, dire j'ai... En plus, elle dit pas Charlie Hebdo, je leur chie dessus, tu vois. Elle dit bah j'ai pas pleuré. Bon. Là, en fait, monsieur Bourdin, c'est de justifier de mon humanité. Pas de justifier. Si, je si. vous demande pourquoi. Monsieur Bourdin, Elle l'attaque, c'est bien, elle l'attaque, elle repart. Là, vous me demandez de justifier de mon humanité, voilà, c'est ça. monsieur Je vous Bourdin, demande pourquoi vous l'avez écrit. monsieur... La question est plus intelligente déjà. C'est pas pourquoi vous n'avez pas pleuré, c'est pourquoi vous l'avez écrit. Ben voilà, si on est sur la liberté d'expression, j'ai le droit aussi d'écrire que j'ai pas. Bon, elle peut repartir là-dessus, mais elle a peut-être quelque chose de plus fin. Bourdin, Pourquoi vous avez écrit ces mots? pourquoi est-ce que j'ai écrit ce texte? Oui. Parce que j'avais besoin d'écrire un texte, parce que je suis un être humain, parce qu'aujourd'hui je dois expliquer devant vous et devant les millions de personnes qui écoutent et qui regardent que je suis comme tous les autres êtres humains. J'ai été dévastée par ce crime atroce, que ça a remué en moi un certain nombre de réflexions dont je fais part dans ce texte. Je ne parle que de ça, de la mort, de ces morts, de mes morts à moi en tant que militante, de toutes les déchirures que j'ai pu connaître et qui reviennent à la surface et qui remontent à ce moment-là, de toutes de ce dilemme impossible que moi je n'ai pas réussi à résoudre ce dilemme à ce moment-là. Le dilemme de vouloir être avec mes camarades. Si, c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est intéressant. Bah, partager entre quoi? Elle va te l'expliquer, donc de vouloir être avec ses camarades qui avaient très mal vécu aussi, j'imagine, un certain nombre de ces unes de Charlie Hebdo. Tout en étant évidemment du côté de... Tu peux pas ne pas être du côté des victimes aussi de l'attentat de Charlie, etc. quoi. Ah, partager entre quoi? De vouloir être avec... Entre quoi et quoi? De vouloir être avec mes camarades Oui. dans ce moment terrible qu'on a tous ressenti. Oui. Et puis il faut rappeler le virage sécuritaire direct après, la marche hypocrite avec des dictateurs, avec Sarkozy, machin, où tout le monde était Charlie, enfin bon, voilà. Voilà, dans ce moment où ces vies ont été arrachées, celle d'une psychanalyste, celle d'un gardien de la paix, celle de journalistes ou d'employés, qu'on a tous ressenti. On est des êtres humains. Monsieur Bourdin, est-ce que je dois justifier de mon humanité parce que j'ai écrit de ce texte? Non.
Alors, Non, l'enjeu, c'est de savoir... L'enjeu d'expliquer, Daniel Oui, et donc je vous l'explique. Il est insupportable, Bourdin. Il est insupportable d'assurance, d'arrogance. Allez, expliquez. Alors, expliquez. Il y a expliquer quelque chose et il y a s'expliquer. Là, j'ai le sentiment qu'il lui demande plutôt de s'expliquer. Ce texte, c'est le produit de cette réflexion, une tentative de faire sens de ce qui se passait. Qu'est-ce qui vous a empêché de pleurer? Qu'est-ce qui vous a empêché de pleurer? Ah là, il en revient là. Ça y est. Et il s'est dit, merde, sur le texte, je peux pas l'attaquer parce qu'en effet, bon, c'est un texte. Mais maintenant, on va l'attaquer sur le fait qu'elle ait pas pleuré. Mais c'est pire que ce que je pensais, en fait. Pleurer, Charlie. Une Qu'est-ce qui vous a tentative. empêché de Je me demande s'il va défendre Valeurs Actuelles après. pleurer, Charlie? Monsieur Bourdin, Oui. on a tous pleuré ces morts. Je parle des personnes. Voilà. Et qu'est-ce que vous ne pleuriez pas? Qu'est-ce que vous ne c'est pleuriez autre pas? chose. Charlie, c'est une histoire, y compris une histoire militante. Moi, je n'ai pas réussi à concilier justement ce moment de traumatisme et l'appel à aller marcher au pas derrière Voilà, voilà, marcher au pas derrière. les pires dictateurs Bim, comme j'ai dit, très bien. Fallait le dire cet argument, ça. de la planète en même temps que ça. Voilà, je n'ai pas réussi à mettre dans ce choix manichéen et binaire Être Charlie, ne pas être Charlie, machin, très bien. d'être ou ne pas être Charlie au nom de la liberté d'expression, de ne pas pouvoir Pas pouvoir, oui, au nom de la liberté d'expression, on pouvait plus s'exprimer sur Charlie Hebdo, voilà. justement C'est Charlie sans exprimer. lettres. Vous étiez Charlie sans lettres. Monsieur Bourdin, si être Charlie, c'est défendre la liberté d'expression, c'est défendre le débat démocratique, c'est défendre la liberté de critique, mais bien sûr, comme toutes les personnes dans ce pays, qui je pense à 95% sont des républicains et des républicaines, j'en suis. Mais si être Charlie, c'est de devoir être aux côtés de gens qui eux-mêmes piétine la liberté d'expression. Si être Charlie, c'est devoir, et c'est se présenter comme des censeurs et des gens qui vous disent taisez-vous, vous n'avez pas le droit d'exprimer. Très bien, très très bien. Très très bien tout ça. J'ai mal pour elle en plus quand elle... Hein, GG, hein. Là c'est bon, elle est chaude, elle s'est bien chauffée là. Une moindre critique pour telle ou telle raison, qui au nom de Je suis Charlie, qui se présentent comme des Je suis Charlie et qui passent leur journée sur les réseaux sociaux à harceler, à Bono c'est un diesel, oui c'est ça. dire en gros tais-toi, tu n'as pas le droit à la critique, tu n'as pas ta place dans ce pays, d'ailleurs retourne dans ton pays. Puis il y avait derrière Charlie cette injonction à dire être français c'est ça, c'est accepter ce genre de violence, cette intolérance-ci qui était celle de Charlie, il faut l'accepter aussi. Et il faut l'accepter pleinement, sinon vous n'êtes pas français en fait. Il y a c'est vraiment ce truc vraiment très unidimensionnel derrière le Je suis Charlie qui était... moi j'avoue, j'ai pas changé ma photo de profil. Voilà, c'est les mêmes gens qui brandissent le Je suis Charlie qui font ça depuis Daniel Obono. 5 ans, depuis 10 ans. Ouais, tu peux même rajouter, ça vous a pas étonné, vous, que toute l'extrême droite à ce moment-là était Charlie? Vous croyez que l'extrême droite, c'est les héros de la liberté d'expression, de je sais pas quoi, sincèrement, que c'est à eux qu'on la doit, la liberté d'expression dans ce pays? Non. Donc il y a un travestissement des valeurs de la République derrière, donc qui se cache derrière des valeurs de la République, qui se cache derrière Charlie. Il faut arriver à comprendre cette complexité-là aussi, quoi. Voilà. Donc oui, allons... c'est une contradiction. Oui. Et voilà. Et moi, j'essaie d'exprimer cette contradiction. Bien, vous l'avez expliqué. Daniel Obono, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, nous vivons une islamisation de la société française? Quoi? Elle sort d'où la question? Mais c'est chaud, hein. En fait, là, il la reçoit même pas comme Daniel Obono, député de la France Insoumise ou je sais pas quoi. Je veux dire, elle parle même pas d'islam en général. Enfin, si, elle peut parler d'islamophobie, d'accord. Mais c'est pas, tu vois, elle est... Non mais c'est quoi ça? Sans transition, les Arabes, il y en a partout quand même. Hein. Est-ce qu'on se fait grand remplacer Daniel Obono? Mais il est fou. mais comment? Nani? Quel est le rapport? Moi, je pense que le simple rapport, c'est que Daniel Obono est une femme noire, et que, du coup, elle est du côté des indigénistes, machin, donc, du coup, islamophobie, elle lutte contre l'islamophobie, et donc, du coup, elle est toujours suspecte en fait, on lui pose la question, question qu'on n'aurait pas posée à quelqu'un de blanc, je pense, vraiment. Mais c'est quoi, ça? C'était le grand sujet à la radio aujourd'hui. Ah bon? Fallait entendre Cazeneuve sur France Info ce matin. Mais pourquoi?
Bah, j'ai vu une une du Point, l'islamisation à l'école. Et je réfléchis à la conférence de rédaction, tu sais, au Point. Ils sont là, bon, la rentrée, faut qu'on parle de la rentrée. Qu'est-ce qu'on a comme sujet? Les masques? Non, c'est chiant, tout le monde le fait. Islamisation de l'école. Voilà, les jeunes à la maternelle, c'est quasiment des djihadistes. On l'a notre une. Regardez la une du Point, c'est exactement ça, quoi. Je suis atterré. J'espère qu'elle va lui rentrer dedans. Non, non. Je lis ça. Oui, vous vous lisez lisez- cela. oui. Bah, parce que vous lisez Valeurs Actuelles et Le Point. Oui, mais, Vous entendez cela, oui ou non? Mais pourquoi on lit ça, Monsieur Bourdin? Pourquoi Pourquoi cette thématique selon vous? revient Pourquoi encore et encore? Pourquoi Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui s'est passé dans ce pays au cours des 30-40 dernières années, c'est ce que des chercheurs ont appelé la lepénisation des esprits. Et moi, je rajouterais la lepénisation et la zémoïsation de la vie politique et médiatique. Voilà ce qui s'est passé. Très bien, c'est vous qui fabriquez le problème, très bien. C'est vous qui faites des musulmans un problème. Y compris cette dissémination profondément anti-républicaine qui vise à pointer du doigt. Et c'est bien, elle se revendique de la République, elle l'a fait sur le procès, elle s'est revendiquée ensuite de la liberté d'expression. C'est vraiment retourner le truc, quoi. Elle fait du judo, là, et elle s'en sort bien. Qui vise à stigmatiser, qui a instrumentalisé, y compris des drames. Est-ce que la République a besoin d'être défendue aujourd'hui? La République, les institutions, la nation. Est-ce qu'aujourd'hui... Contre qui, Monsieur Bourdin? Contre des personnes qui pratiquent une foi? Je ne sais pas contre qui. Je vous demande si mais elle a besoin, si la République a besoin d'être défendue. Monsieur Bourdin, il faut se poser la question. Elle a raison, c'est bien, là. C'est bien, elle est au taquet. Elle est défendue contre quoi? Contre les musulmans, c'est ça que vous dites? Donc du coup, voilà, on crée un ennemi intérieur, et on y va franchement. Il faut lutter. Mais là, vous avez vu, je sais plus quelle ville qui a interdit la chicha dehors. C'est quelle ville, ça, qui a interdit la chicha? C'est hallucinant, ça. Ils font quoi avec leur chicha? C'est quoi le problème? Si le problème c'est la fumée, vous interdisez la clope aussi. Mais Saint-Denis, c'est Saint-Denis. Non, mais c'est quoi ça? Ouais, enfin bon, bref. C'est en train de vriller ce pays, mais j'en peux plus, quoi. Aujourd'hui, plus fermement contre le communautarisme. Mais c'est quoi le communautarisme? De quoi vous parlez? Très bien, très bien. Bah, vous vous rappelez, je vous avais dit au début qu'elle aurait sur les premières questions, en fait, il faut lui retourner ses questions à Bourdin et faire mais allez-y, de quoi vous parlez exactement, machin. Elle est en train de le faire là maintenant. Elle aura mis un peu de temps parce qu'elle a été agressée direct en arrivant sur le plateau, il l'a foutue sur la défensive. Et mais là maintenant, c'est bon, elle est à balle, très bien. Est-ce qu'on pourrait, pour une fois, avoir un débat public, politique et médiatique où on explique de quoi on parle? Non, moi, je ne parle pas en ces termes. Moi, je défends les idées républicaines. Je défends le programme de la France insoumise, où nous disons qu'il faut faire France de tout bois. Oui, il faut défendre les services publics. Pour moi, les services publics, c'est les... Je veux pas qu'on parle de services publics, on va parler de la laïcité. Oh là 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 là. Bon, bah ça va bien me vénère, ça, aujourd'hui. C'est très bien. C'est très très bien. Putain, mais quelle grosse merde, ce Bourdin. Défendre la laïcité, ardemment. Oui, écoutez, je suis la coordinatrice... Mais là, pareil, tu le retournes, évidemment. Bah, bien sûr, la laïcité, c'est que l'État est pas censé faire un traitement différencié pour les musulmans. Et pas faire des musulmans l'ennemi de la République, je sais pas quoi. C'est ça, la laïcité. J'ai été la coordinatrice du programme de la France insoumise, qui fait partie de cette tradition républicaine qui défend la laïcité. Mais quelle laïcité? Quelle idée de laïcité? Ça aussi, c'est un débat. C'est un débat républicain. C'est un débat qui traverse ce pays depuis plus d'un siècle. Alors oui, le débat est possible, mais qui aujourd'hui remet en cause le principe de ce qu'on a appelé le vivre ensemble? Qui aujourd'hui stigmatise? Qui aujourd'hui pointe du doigt des concitoyens et des concitoyennes en vertu de leur religion, ce qui est fondamentalement anti-laïque? La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Le droit de pouvoir, y compris faire sa religion, exercer ses droits à une expression, y compris religieuse, sans être l'objet justement de la stigmatisation par l'État. Nous sommes des républicains et des laïcs à la France insoumise. J'en suis une des porte-paroles et j'en suis fière. Ils essayent même de retourner le truc en ce moment à la France insoumise en disant c'est nous les vrais universalistes, machin, tout ça, pour pas que, de la même manière qu'ils disent c'est nous les vrais républicains, c'est qu'on a bien vu que la République, le signifiant République, le signifiant laïcité ont été retournés par la droite, dont elle était l'adversaire farouche jusque-là, hein. C'est vrai pour la République comme pour la laïcité. Historiquement, au 19e siècle, même au début du siècle, la droite est l'adversaire de ces valeurs-là.
Mais ils ont retourné le sens du truc et maintenant ils l'utilisent contre nous. Elle essaie de redonner à la République et à la laïcité son sens originel, quoi. Et donc, Daniel je n'ai pas à Obono. devoir justifier Daniel de mon Obono. attachement à la laïcité, à la Est-ce que République. les musulmans en France Allez, bah oui, il faudrait pas changer de sujet surtout. Restons sur les musulmans. Est-ce que les musulmans en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les musulmans en France? Est-ce que les musulmans en France sont très Charlie? Non, je sais pas. Ça va être quoi la question? Est-ce que les musulmans en France sont je sais pas, communautaristes? Oui, voilà, c'est ça, sont communautaristes, sont bien laïcs, respectent la religion des autres, s'intègrent, respectent la République, sont sauvages, ouais, peut-être pas, défendent la laïcité, sont laïcs, ouais, ou alors, ouais, alors sont stigmatisés, sont républicains, ouais. Est-ce que les musulmans en France aujourd'hui sont républicains, Daniel Obono? Sont compatibles avec la République? Ouais, on pourrait y aller carrément franco, hein. Bon alors, est-ce que les musulmans en France sont... aujourd'hui dans notre République sont des victimes? Est-ce que les Juifs en France aujourd'hui dans notre République sont des victimes? Est-ce que les Noirs en France aujourd'hui dans... Donc ça, c'est vous victimisez, vous avez un discours victimaire. Donc là, il reprend littéralement le vocabulaire de l'extrême droite qui dit, voilà, ceux qui se défendent contre le racisme, en fait, ont un discours victimaire. Ils se font passer pour des victimes alors qu'il n'y a pas de racisme. Voilà, j'imagine que au fond, c'est le fond de la question, c'est ça. Pareil, tu peux le retourner. Pourquoi vous demandez ça exactement? Vous pensez qu'il n'y a pas de racisme dans le pays? Vous pensez que là, il y a deux mosquées qui viennent d'être cramées à Lyon là, ces dernières semaines? Vous pensez qu'ils ont tort de penser qu'ils sont stigmatisés, les musulmans de France? Tu peux le retourner comme ça. Pour vous, c'est du bullshit, ça. Puis, mais, ouais, toujours plus loin dans l'indécence. notre République sont des victimes? Mais monsieur Bourdin, nous sommes dans une société qui est traversée par des discriminations. Le défenseur des droits, dans son Très bien, elle en appelle à l'autorité de Jacques Toubon. C'est habile, ça marche. dernier rapport, parle de discrimination systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, malheureusement, encore dans notre société, comme vis-à-vis des femmes, de ce sexisme, de ces violences contre les femmes qui existent, il existe des discriminations qui remettent en cause les droits fondamentaux de millions de citoyens et des citoyennes. Voilà, qui n'ont pas l'accès à l'emploi, qui sont discriminés à l'éducation, qui depuis leur plus jeune âge, à qui on dit depuis leur plus jeune âge justement, tu ne fais pas partie de ce pays, ton nom, ton histoire ne fait pas partie de l'histoire de ce pays. Donc oui, et c'est être républicain que de reconnaître cela, de ne pas nier ces violences-là, de comprendre d'où elles viennent, pourquoi elles sont produites et reproduites dans la société. Alors on me demande dans le chat, ça t'énerve pas du coup de les écouter parler? Je trouve le débat stérile et inutile, ça donne juste envie de foutre des droites et des gauches, in the face. Mais ça permet aussi de faire de la critique des médias, ça permet aussi de noter un petit peu quelles questions sont posées, les termes du débat, de regarder comment, parce que ça, nous on regarde ça mais on n'est pas les seuls, il y a plein de gens qui regardent ça et on leur pose les problèmes dans ces termes-là. Moi je trouve ça intéressant de voir ce qu'on peut y répondre, et là pour le coup regarder Daniel Obono, pour le coup c'est instructif. Donc oui c'est fatigant, mais quand je vois Daniel Obono je vois aussi quelqu'un qui se laisse pas faire, et ça remet aussi du baume au cœur quand elle s'en sort bien comme ça. Il y a de l'antisémitisme, il y a de la néochromophobie, il y a de l'islamophobie. La question, c'est d'où est-ce que ça vient, comment ça se construit et comment on combat cela. Voilà. Est-ce qu'on combat cela en pointant du doigt celles et ceux qui essaient de comprendre, qui essaient de déconstruire ces processus, qui les nomment par leur nom? Ou alors en fait ce que vous nous proposez, vu qu'il faut pas se poser en victime, c'est qu'en fait d'arrêter tout combat antiraciste. C'est un peu ça, hein, de toute façon c'est complètement ça. Oui. Ayons ce débat. C'est un débat inconfortable, bien entendu, parce qu'on aimerait s'imaginer qu'il suffit de mettre liberté, égalité, fraternité au fronton des mairies et que ces principes sont actualisés. Non, ce n'est pas vrai. Si on doit, vous parliez tout à l'heure, est-ce que la République Il y a l'égalité formelle et il y a l'égalité réelle, comme on disait. est en danger, ou la laïcité? C'est un combat permanent, et notamment un combat contre ces discriminations. Le parquet de Paris. Bon, il répond rien, il n'y a pas de relance. Bon, elle a bien répondu. C'est bien. Alors, le parquet de Paris a ouvert une enquête. Oui, ça y est, on y est, 11 minutes 46. A ouvert une enquête, l'article de Valeurs Actuelles. Alors, est-ce qu'il va le défendre, l'article de Valeurs Actuelles?
Paris a ouvert une enquête préliminaire pour injure à caractère raciste après la publication Oui, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il n'écoutait pas ce qu'elle répondait. par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles d'une fiction vous représentant en esclave. Est-ce que vous avez de votre Une fiction, hein. Il dit une fiction. côté déposé plainte? Oui. Après y avoir réfléchi avec mes camarades et mes avocats, j'ai décidé de porter plainte. Parce que je crois qu'à travers moi, ce n'était pas simplement moi, ma personne, mon histoire, comme je l'ai dit, qui ont été attaqués, insultés. C'est les millions de citoyens et des citoyennes que je représente en tant que députée de la nation qui ont été attaqués, insultés. Et c'est toutes celles et ceux qui, depuis 3 ans, me disent, quand ils me voient, se reconnaissent et s'identifient dans ce que je suis, dans ce que je défends, et qui se sentent fiers de ça. Et c'est ce que m'ont dit en fait tous les messages que j'ai reçus depuis ces derniers jours, qui m'ont encouragé. Quel était le but, selon vous, de l'hebdomadaire? Je pense que c'est un de choix l'auteur politique. anonyme, puisque c'est anonyme. C'est une œuvre collective de l'hebdomadaire. J'espère d'ailleurs que... Quel était le but? Pourquoi à quel est le but de sa question? Parce que là, elle peut répondre facilement, mais je pense que le but, c'était de tester les... Moi, je pense que le but, c'était de tester les limites, hein, d'aller toujours plus loin, de représenter une députée noire en esclave, mais là, vraiment, il y a un sens il y a un goût pour la provocation, quoi. Il y a un but. Le but, c'est la provocation, et de pousser plus loin le curseur de ce qu'on peut dire dans l'espace public sans se prendre un procès. Le but. J'espère d'ailleurs que le fait que le procureur de Paris s'en saisisse et mène une enquête mènera à ce qu'on sache qui est l'auteur. Vous avez déposé plainte contre la publication, contre les responsables. L'ensemble des responsables juridiquement. Je pense que le but justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, de cette attaque, qui est une attaque politique, c'est de dire en fait, c'est de concentrer tous les fantasmes de l'extrême droite autour du grand remplacement et de la rémigration. Moi, j'ai reçu je ne sais combien de fois ces attaques sur les réseaux sociaux, rémigre, rentre chez toi. Et en fait, c'est ça qu'ils disent. Ils le disent à moi, mais ils le disent à travers moi, justement, à tous ces millions de jeunes. Et c'est vrai que le but de Valeurs Actuelles, ou de mecs comme Éric Zemmour, hein, vous avez compris leur rôle dans la fascisation des esprits, c'est qu'en fait... je veux dire, ne pas aimer les Noirs, trouver que les Noirs, c'est pas des vrais Français parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, je sais pas quoi. Ou que les musulmans, ils s'habillent pas comme il faut, et ils font pas ce qu'on... Voilà. Eux, ils ont une vision du bon français. Ils ont ensuite, pour le reste, un rejet, j'ai envie de dire... qui est pas théorisé, si tu veux. Et le but de Valeurs Actuelles et de Éric Zemmour, c'est juste de poser des mots propres sur des pensées bêtes. Enfin, comment dirais-je, sur de l'impensé presque, sur du racisme impensé, de la xénophobie impensée, que les gens n'osaient plus dire tout haut. Et je pense que Éric Zemmour, pareil, on parlait de fenêtre d'Overton, Éric Zemmour a repoussé ce qu'on pouvait dire dans ce pays, et là, Valeurs Actuelles teste. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est une fiction, mais c'est pas pour rien non plus que c'est anonyme. C'est une fiction parce qu'ils se disent, ça, si on peut pas le dire franchement, que les Noirs, franchement, qu'est-ce qui nous casse les couilles avec l'esclavage, franchement, c'est eux les premiers esclavagistes et à se victimiser alors qu'ils sont très bien en France. Et l'article va jusqu'à, je vous le disais tout à l'heure, hein, dire que la supériorité de la civilisation, européenne, machin, par rapport à, regardez, c'est l'Afrique, vous seriez mieux chez les sauvages peut-être, vous devriez déjà être bien content d'être ici. C'est des choses que... Merci... Ah ben merde, j'ai raté. Hop, je remonte un peu. Merci Shindamon. Merci Shindamon pour ton abonnement de niveau 1. C'est des choses que des gens pensent, en fait. C'est des choses que des gens pensent que dans ce pays, les non-blancs devraient déjà être bien contents d'être ici plutôt que dans leur pays de sauvages. Et l'article dit ça. L'article dit vraiment ça. Alors, du coup, il se cache derrière une fiction, parce que il teste les limites, il se cache derrière un pseudonyme, ce qui est d'une relative lâcheté. Hein. Merci Fundouk. Mais le fond, c'est ça. C'est un vieux complexe de supériorité blanc. Hein. Et dire que Macron a donné une interview, bah oui, je sais bien. Oui. C'est un vieux complexe de supériorité blanc qu'on n'a pas besoin d'avoir théorisé pour ressentir. Le vieux complexe de supériorité blanc qui est à la base de la colonisation. On peut même se demander si, à l'inverse, il y a des chercheurs qui disent... Est-ce que ce complexe de supériorité des Blancs, la racialisation qui va avec, n'est pas une justification a posteriori de la colonisation? Là, il y a un débat, tu vois. Est-ce qu'on a commencé à dire que les Noirs étaient des sous-hommes parce qu'on voulait les coloniser?
ou parce qu'on était déjà en train de les piller, de les exploiter, de les coloniser ou de les vendre dans le commerce triangulaire. Et donc il fallait justifier ça, de dire mais attendez, comment, parce qu'il y avait des gens qui disaient déjà, je veux dire, il y avait des gens qui disaient déjà l'esclavage quand même, les gars, c'est chaud. Et eux, fallait qu'ils puissent dire mais non, c'est pas exactement des êtres humains. Si on fait une petite hiérarchie, vous voyez bien qu'ils sont en dessous. Donc il a fallu justifier ce truc-là. Puis il y en a qui disent qu'à l'inverse, c'est parce qu'on avait déjà cette vision du monde qu'on s'est permis tout ce qu'on s'est permis. Moi, je serais plutôt sur la première ligne. Et que j'ai l'impression que le racisme est un produit aussi de l'impérialisme européen, et qu'on est resté là-dessus. On est resté là-dessus. Il y a un certain nombre de Français qui sont persuadés que on a colonisé, et puis c'était on a peut-être été un peu bourrin, mais enfin bon, c'était quand même nous les meilleurs, quoi. Sinon, c'est eux qui auraient colonisé. Il y a un peu ce truc-là. Et Zemmour et Valeurs Actuelles, derrière, viennent mettre des mots polis pour que ces gens-là puissent dire tout haut, et qu'on publie ce genre de pensée, ce vieux complexe de supériorité des Européens, des Blancs, etc. Le racisme est aussi le produit de l'impérialisme, et il y a de la xénophobie dans tous les pays. La xénophobie, tu notes bien que tu emploies le mot xénophobie, pas racisme. La xénophobie, c'est la peur de l'étranger, etc. La peur des barbares, par exemple, quand t'es dans une cité grecque et qu'il y a une bande de pillards, t'es xénophobe parce que t'aimes pas les mecs qui sont pas de ta ville, et t'en as peur. Le racisme, c'est autre chose. Le racisme, c'est postuler une inégalité des races selon une couleur de peau, selon des peuples, machin. Même faire une hiérarchie à l'intérieur, hein, parce que, bon, certes, le blanc est tout en haut, mais alors, où est l'asiatique, où est le noir? Voilà, c'est ça, le racisme. Donc, cette production-là, elle a sans doute un lien, ouais, je pense, avec le commerce triangulaire, etc., quoi. Enfin, bref, voilà, valeurs actuelles. À qui on dit que tu sois né ici ou que tes parents soient nés à l'étranger, qu'ils soient français depuis quelque temps ou depuis 5 ou 6 générations, tu n'es pas chez toi. Tu ne sauras jamais que la couleur de ta peau. Tu ne sauras jamais que la couleur de ta peau ou le voile de ta religion. Et si tu n'es pas contente, et je pense que c'est surtout ça, si tu n'es pas contente, tais-toi ou rentre chez toi. C'est cette espèce de rejet de la communauté nationale, de tout un pan de la société. Et je pense qu'à travers moi, c'est ça qui a été attaqué. Et je pense que la réponse montre qu'en vérité... Vous pensez que quand on a la peau noire, on ne peut pas aimer la France? Mais c'est pas la question, mais il est zinzin, lui. Mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas du tout ce qu'il dit. Vous pensez que quand on a la peau noire, on peut pas aimer la France? Parce qu'il part du principe que Bono n'aime pas la France, en fait. Il a complètement gobé les trucs d'extrême droite. Là où, évidemment, comme je vous l'ai dit, l'argumentaire, c'est de retourner. C'est de dire, mais moi, j'aime la France comme elle... dans les principes qu'elle s'est donnés, et j'aimerais qu'elle continue à respecter la France de la République, de l'égalité, de la liberté. Voilà, tu peux sortir ça, quoi. On ne peut pas aimer la République. Et ce n'est pas moi qui pense ça. Non, pas vous. Vous pensez que ceux-là pensent que... Ah, donc pas vous, parce que vous êtes député de la République, donc je peux pas vous dire que vous aimez pas la République. Mais vous pensez que, je sais pas, les discriminés, du coup, ils sont un peu vexés, du coup ils aiment pas la France? Bah, je comprends qu'ils soient un peu vexés et qu'en effet ils soient méfiants à l'égard des flics, de l'État français, etc. Et de la bourgeoisie française et des... Enfin voilà. Quand on a la peau noire, on ne peut pas aimer la France, on ne peut pas aimer la République. Je pense que ces écrits parlent d'eux-mêmes. Je pense que Zemmour ces dit images... elle est incapable, Daniel Ah bah vas-y, fais-toi le porte-voix d'Éric Zemmour directement, c'est vrai qu'on va gagner un temps fou. Bono, de dire vive la France. Écoutez, monsieur... Non, putain, je m'en souviens de ce plateau. Elle avait reçu comme injonction sur le plateau de dire vive la France, j'aime la France. Et elle, évidemment, attends, tu me parles comment là? Je vais pas. Oh! Tu vois, pareil, t'interroges la question, pourquoi vous me demandez. Je crois qu'elle avait répondu à un truc comme ça, genre pourquoi vous me demandez ça à moi? Pourquoi vous me demandez. Enfin, tu vois, et donc du coup, elle l'avait pas répondu, elle s'était pas pliée aux injonctions, parce qu'elle est fière, et puis parce que c'était scandaleux comme injonction. Donc là, pareil, retour sur cette injonction. On voit bien que... je crois qu'elle avait dit, vous auriez demandé ça tu vois, est-ce qu'on va demander ça à Adrien Quatennens, qui défend le même programme politique et tout? On va pas lui demander, vous aimez pas la France, monsieur Quatennens? Criez vive la France. Bah non. Bourdin, ne participez pas à ça. Vous parlez d'un... Oh, c'est habile ça, ne participez pas à ça. Ça, c'est bien, personnage. Si vous participez, parce que vous relayez les propos d'un personnage vous aussi, vous relayez qui... Non, excusez-moi. En les critiquant. Excusez-moi. Monsieur Zemmour, vous les relayez en les critiquant. Vous aussi, vous les relayez. Bah non, lui, il a choisi d'en faire une question de journaliste. Et donc de reprendre à son compte ce qu'a dit Zemmour pour en faire une question de journaliste. Elle répond. C'est elle qui est interpellée dans ces trucs-là.
Et quand elle relaie, c'est pour s'indigner que ce genre de questions lui soient posées. Elle a bien raison. Il y a quelques jours, s'est permis de me diffamer en direct, justement, en m'assimilant à des assassins, en m'assimilant à des crimes horribles, et ça sans que personne... Ça, j'ai pas vu. Elle parle de quoi, là? Est-ce que vous savez de quoi elle parle? Si vous critiquiez pas, ce serait pas aussi présent. Non, mais voilà, c'est des reproches aussi qu'on fait à Tahabouafs aussi. Quand tu réponds à Zemmour, en fait, tu lui donnes de l'importance, machin, lui réponds pas, ignore-le. En fait, on aimerait bien que, parfois même parmi les gens de la France Insoumise, qui peuvent lui dire allez, laisse pisser, ou je sais pas quoi, tu vois. Donc la question, c'est... Ah, on l'a comparé à Mera. Putain, c'est chaud. Il s'en bat les couilles, lui. Hein. Il s'en bat vraiment les couilles. Hein. Regarde Zemmour hier, sur la position au Bono valeurs actuelles. Non, je vais pas regarder Zemmour. Non. Personne autour du plateau n'est contesté chacune des affirmations mensongères qu'il a portées. Il dit, non, c'est pas juste vrai. Madame Obono qui refusait de dire vive la France. C'est faux. C'est vrai ou faux? C'est faux. C'est une Vous êtes polémique. capable de dire vive la France? Monsieur Bourdin. Mais putain, il lui refait le truc. Ah mais énerve-toi là, s'il te plaît, Daniel, t'as le droit. Hein. Là, t'as la carte, franchement, tu peux même lui crier dessus et grimper sur la table. Bon, faut pas évidemment. Mais c'est zinzin, quoi. Comment osez-vous aujourd'hui, au bout de 3 ans, reprendre cette attaque absolument... C'était il y a quelques jours, non? C'était il y a 3 ans que sur un plateau, avec Voilà, elle va raconter l'anecdote que j'ai racontée là. un collègue journaliste, où j'ai été enjoint Il l'a de redit dire... lundi. J'ai été enjoint de le dire. Et pourquoi moi je suis obligée de le dire comme ça sur commande? Pourquoi on ne vous demande jamais à vous, Monsieur Bourdin, de le dire? Non, c'est pas la question. Moi, j'aime la France. Monsieur, Oui, c'est pas la question, c'est pas est-ce que tu le dis, c'est est-ce qu'on te demande de le dire. c'est pas la Moi aussi. question. C'est pas Moi la aussi, question. j'imagine. On vous le demande pas à vous. On n'a jamais demandé à qui que ce soit qui, comme moi. Et parce que rappelons quand même l'origine de cette polémique, cette première polémique qui m'a valu la première vague d'insultes racistes et sexistes pendant des semaines. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça? Parce que avec d'autres, avec Noël Mamère, avec Olivier Besancenot, avec mon collègue Éric Coquerel, avec d'autres militants syndicalistes, nous avons signé une pétition pour défendre la liberté d'expression d'un artiste et d'un chercheur qui avait écrit une œuvre où ils exprimaient quelque chose de leur rapport à la France, de leur identité française, qui est faite aussi de rejet parce qu'il y a une histoire de violence et de souffrance pour une partie de la population. Et ils ont écrit ça. Et une organisation d'extrême droite les a ramenés en justice, les a attaqués en justice. Et donc, nous sommes des centaines Daniel à avoir Obono. cité cette pression. Laissez-moi terminer, vous avez voulu le porter. Je voudrais aller au bout de cela. Pourquoi est-ce qu'à moi et à personne, d'aucun des signataires qui ont été sur des médias, on n'a jamais demandé de dire vive la France. C'est exactement ce que je disais. Parce que je suis ce que je suis. Parce que je suis une femme noire. Éric Zemmour, Parce que Allez, on balaye. Ouais, bon, allez, vous vous victimisez, c'est du racisme, c'est ça. Bon, allez, j'enchaîne avec du Éric Zemmour, là, parce qu'on est bien lancé. Mais il est insupportable. Il est vraiment insupportable. Les femmes noires ne peuvent pas partir J'en de terminerai après la avec Zemmour. politique. Lorsqu'Éric Zemmour dit, je cite, « Pourquoi tant de délinquance cet été? Parce qu'à cause de l'épidémie, la plupart des jeunes n'ont pas pu aller au bled pour les vacances. » Est-ce un propos raciste? Bah oui. Moi, je pense que ce personnage qui a aujourd'hui une telle audience et à qui on fait cette place démesurée dans les médias, qui a déjà été condamné pour incitation à la haine, continue à déverser cette haine. Je pense que c'est Tu vois, l'inverse, c'est pas vrai. Tu vois, quand il reçoit, quand un Bourdin ou un journaliste reçoit, je sais pas, un ministre du gouvernement, Marlène Schiappa, là, qui est sur ces trucs de République, je sais pas quoi, là, avec son sous-ministère de merde, là, chez Darmanin. On va pas lui dire alors je vais vous relayer ce qu'a dit Daniel Obono. Daniel Obono a dit ceci, cela. Tel autre on dit que vous menez vraiment une politique sécuritaire, raciste, et que finalement votre sous-secrétariat d'État, Madame Schiappa, ce serait finalement juste pour aiguiser la haine contre les musulmans pour un virage droitier sécuritaire d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous répondez? Ils font jamais ça. Quand ils les reçoivent, c'est « Ah oui, laïcité », et même, ils vont leur demander des gages de droite. Ah, les Français, ils en ont marre de l'insécurité, hein, franchement, machin. Ils vont les relancer, en fait, sur la piste sur laquelle ils sont déjà.
Alors que nous, quand on passe sur les plateaux, on a le droit à tous les trucs de droite. On va nous relayer toujours la parole d'Éric Zemmour, de machin. Éric Zemmour a dit ça. Mais c'est si important que ça, ce qu'a dit Éric Zemmour, pour que tu le recites là, comme ça, à gogo. Et est-ce que demain, quand tu vas recevoir Éric Zemmour, tu vas lui citer Daniel Obono, ou quand tu vas recevoir Marlène Schiappa, tu vas lui citer. Tu vois, c'est toujours dans le même sens, quoi. C'est toujours dans le même sens, la machine médiatique. De votre côté, c'est l'explication. Oui, Daniel Obono, mais pourquoi de votre côté, le 3 juillet dernier, vous tweetez après la nomination de Jean Castex devenu Premier ministre, je vous lis, non, Jean Castex, profil homme blanc, de droite, bien techno et gros cumulard. Pourquoi homme blanc? Ah, bah oui, c'est elle la raciste, évidemment. Pourquoi Pourquoi le mot blanc? Il y a quand même homme, techno, cumulard. Pourquoi toi t'es choqué de blanc? Voilà. Pourquoi monsieur Bourdin, Quelle utilité? mon propos qui visait en fait. Oui. Merci Van de Kerk. Alors ouais, ceux qui veulent aller voir Maudit qui lit des sciences sociales, c'est maintenant. De toute façon, je vais terminer le live après celui-là, comme ça moi je prépare le live Crusader Kings après. Après ma pause, après ma petite pause, on va partir sur Crusader Kings 3 ce soir, mais voilà. Merci Joy Craig. C'était bien, mais ça fait bien de voir retoquer Bourdin et ses questions racistes. Merci pour cet été culturel et apprenant. Bah merci à toi. Ça se trouve, il est daltonien. Énoncer la manière dont la reproduction des élites favorise les uns et discrimine les autres. Mon propos qui n'a rien de révolutionnaire, que d'ailleurs, il me semble, des membres du gouvernement ont eu de la même manière. Le président de la République, quand il parle des mâles blancs, qui discutent entre eux des problèmes de la banlieue, quand Madame Schiappa avait parlé... Vous le critiquez comme Daniel Obono, vous le critiquez. Monsieur Bourdin, savez-vous, vous critiquez. Regrettez-vous d'avoir Monsieur Bourdin, quand Marlène Schiappa parle des hommes blancs de 50 ans qui sont dans les médias... Oui, pourquoi c'est à moi que vous tirez le col tout le temps? Les autres aussi parlent de blanc, machin. Pourquoi vous êtes aveugle aux couleurs? Peut-être vous, mais tout le monde l'est pas. Et il y a que quand c'est moi qui le dis que... Oui, voilà, c'est une autre façon. Très bien, très bien. Et non, j'ai pas envie de devenir conseiller comme des politiques. Je saurais pas faire. Je sais pas moi ce qu'il faut faire. Une directrice de la télévision publique parle de ce problème-là. Est-ce qu'on leur a dit qu'elles étaient racistes, anti-blancs, comme c'est injuste? On lui a dit, je crois que c'était la patronne de Radio France, non, de France Télé, je crois, Delphine Ernotte, ouais, c'était France Télé. Qu'on a fait à moi, comme cette théorisation de l'extrême droite qu'on remet dans la sauce. Hein. Mon but était justement de pointer le processus de reproduction qui discrimine une partie de la population. C'est un propos d'une banalité sociologique évidente. Mais à moi, on fait un procès de racisme anti-blanc. Voilà comment est-ce qu'on retourne contre celles et ceux comme moi qui se battent contre le racisme, contre l'exclusion. Quand on parle, Monsieur Bourdin... Bon, elle est parfaite. Hein. Merci Zarguette pour ton abonnement de niveau 1. Et oui, j'ai vu le bouquin de Jospin, je vais l'acheter, t'en fais pas. Pourquoi est-ce que tant de vos collègues, quand ils ont, par Je vous en lirai des bouts. exemple, parlé de la nomination de Madame Kamala Harris? Merci. Oh, SK8. On va t'appeler SK8. Comme vice-présidente Skate, SK8. de Monsieur Biden. Ils ont écrit, Monsieur Biden a choisi une sénatrice noire. Est-ce que on leur a fait le procès? En plus, elle n'est pas noire. On pourrait parler de tout ce que vous voulez. Bon. Voilà. Quand Chipoter pour chipoter. on parle du premier homme noir qui est nommé à la direction dans une fonction. Mais vous n'aimez pas. Mais vous n'aimez pas que l'on écrive cela. Monsieur, quand on parle du premier homme noir qui est nommé dans une fonction de responsabilité dans l'armée française, pourquoi est-ce qu'on pointe ça? Parce que c'est une exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut parler des Noirs et on ne peut pas parler des Blancs? Pourquoi est-ce qu'il y a justement ce problème-là? Il faut avoir ce débat. Monsieur Bourdin, moi, je ne refuse pas le débat. Je n'ai jamais refusé le débat. C'est tout le contraire. Depuis que je suis militante, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, demandez à n'importe lequel de nos collègues de la majorité, notamment, ils vous diront, nous pensons que à la France insoumise, le débat, y compris le dissensus, est nécessaire. Mais les procès qui me sont faits, ce ne sont pas des débats, ce sont des attaques, ce sont des injures, ce sont des gens qui font exprès de pas comprendre ce qu'elle dit, qui l'attaquent à côté de ce qu'elle dit, qui l'attaquent pour ce qu'elle... Qu'il attaque elle plutôt que n'importe qui, alors que plein d'autres gens disent la même chose. Bien sûr, elle a complètement raison de dire là, on a dépassé les limites du débat. Et valeurs actuelles, c'est ça, quoi. On n'est plus dans le débat, là.
des falsifications, des déformations. Combien de fois on m'a sorti comme vous un extrait de ce texte que j'ai écrit et qu'on a réduit et qu'on a déformé. Ne mélangez pas tout. Non, excusez-moi. C'est moi qui mélange tout. Quand on m'assimile à des meurtriers, quand on me dit que je suis complice du massacre qui a été commis depuis en 2015 ou dans tous les autres attentats. Merci Fritz Cheddar. Ouais, c'est vraiment un diesel. Hein. Là, elle est à balle. Hein. Là, elle est à balle. Il est dans ses petits souliers, le bourdin. Ou alors, il s'en bat les couilles, ce qui est aussi possible. Ça se trouve, il la respecte juste pas et il écoute même pas son point de vue. C'est aussi fort probable. Quand on me traite d'islamo-gauchiste et je ne sais quel autre indigéniste, qu'est-ce que ça veut dire l'indigénisme? Moi, je veux avoir un débat sur le racisme dans ce pays, oui, parce que je suis républicaine, parce que je crois en la liberté, en l'égalité, à la fraternité. Ayons ce débat de manière intelligente. Jugez-moi sur mes positions argumentées. Pas sur des fantasmes, pas sur des falsifications. Voilà, moi, ce que je réponds. Je vous précise que... Oui. De tout ce que j'ai dit, c'est... Ah, il va s'excuser maintenant, il va prendre un peu de recul. Tout ce que j'ai dit, c'est pas moi, hein, c'est Éric Zemmour, machin. Ah, espèce de lâche. Extrait de tout ce que vous avez écrit. Oui. Ah non, d'accord, ok. Extrait, Daniel des Obono. petits bouts, des petites phrases. Et comment ça se fait que vous extrayez les mêmes petits bouts que Éric Zemmour, machin? Monsieur Bourdin, si on résumait votre pensée à la petite virgule Daniel Obono. que vous avez marqué. Est-ce que pendant 5 ans, sur les plateaux, on vous rappelle votre excès de vitesse, hein? Et que vous voulez sur que je une vous minute rappelle d'émission, un homme qui Ça, c'est un vrai truc, hors la loi, machin, tout ça. refuse de conduire un bus après une femme n'est pas forcément radicalisé, mais peut-être sexiste. Qui a dit cela? C'est vous ou moi? Non, j'ai répondu... C'est jamais, non, monsieur Bourdin. J'ai répondu d'ailleurs dans le même sens que le ministre de l'Intérieur une semaine plus tard, à une interrogation de votre collègue, qui avait repris une fake news, comme l'ont montré vos collègues. Et j'ai répondu à cette question en expliquant que cette personne était certainement sexiste et pouvait être sanctionnée. Et d'ailleurs, il existe des sanctions par rapport à ce type de comportement. Mais il n'y avait pas de lien automatique entre ce fait-là, ce geste sexiste, dégoûtant, et la commission d'actes de terrorisme. Voilà de quoi on parle. On parle de la commission d'actes de terrorisme, de meurtre. Est-ce que aujourd'hui dans ce pays, je récuse le fait de dire qu'aujourd'hui dans ce pays, parce qu'on a une religion, parce qu'on est, y compris réactionnaire, pour des raisons religieuses, pour telle ou telle raison, parce qu'on est sexiste, on est automatiquement susceptible de commettre des actes de terrorisme. C'est le néant de la pensée, ce genre d'amalgame. Voilà ce que je récuse aujourd'hui dans le débat public et médiatique. C'est les amalgames permanents. C'est les amalgames qui pointent des membres de la communauté nationale et... Elle lâche plus la parole, l'autre il peut plus en placer une. Elle n'a pas besoin de conseils com. Hein. Elle est très bien. On voit qu'elle est un peu stressée, mais en même temps, mais qui le serait pas je sais pas si vous êtes déjà retrouvé sur un plateau, mais c'est extrêmement stressant. Les érige aujourd'hui en épouvantail pour cacher ce qu'il y a derrière. C'est une violence sociale et économique. Les citations en bas dans le bandeau, c'est une honte. Je sais pas, moi je vois Valeurs Actuelles, j'ai décidé de porter plainte, moi ça me va. Ce sont des inégalités, ce sont des discriminations. Et tant qu'on parle de ça, tant qu'on montre du doigt les uns, on ne parle pas des réalités qui font les discriminations et les inégalités entre les personnes. Voilà moi pourquoi je me bats. C'est ces idées-là que je défends, pas ceux qu'on m'attribue. Dans tous les cas, Daniel Obono, merci. Alors, merci Monsieur Guitoun. Et alors là, j'ai l'impression qu'on va partir sur, vous savez, le fameux fion de fin, comme on dit, le fion de fin. Le fameux... bon, de toute façon, les gens ont compris que vous étiez communautariste. Merci Daniel Obono, bonne soirée, au revoir, fin de l'émission. Et ce qui va nous faire le fion de la fin, je comprends, moi aussi ça m'aurait stressé d'être assis à côté de Julien Chies dans Arrêt sur Image. J'ai compris. Même à regarder, c'est fatigant, je sais pas comment elle fait. Ouais, non, mais c'est clair. Alors, est-ce qu'il lui balance un dernier petit fion avant de partir ? Bon, très bien, oui, vous vous victimisez, on a compris. Tout est de la faute des racistes, en fait. C'est ça, vous êtes victime d'attaques toujours à cause de votre couleur de peau, j'imagine, et pas à cause de ce que vous dites. Merci, Daniel Obono, au revoir. On peut imaginer un truc comme ça. Merci d'être venu ce matin sur RMC et BFM TV. Dans tous les cas, vous avez pu les défendre. Oui. C'est ce que nous devons remarquer, vous et moi. 8h56, merci. C'est ce que nous devons remarquer. Ah, très bien. Bon. Moi, je vais pouvoir faire ma petite pause. Bon, vous êtes plein, je vais vous envoyer chez Maudit, comme je l'avais dit. Non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Il est quelle heure, là ? Il est 17h27, oui, c'est bien.
C'est bien, c'est bien. Attendez, hop. Ah oui, j'ai reçu plein de textos. Ah merde. Ah merde. Alors attendez, bon, je sais pas si je reviens après, mais en tout cas, bon là je vous dis au revoir. C'était terrible, hein, la droitisation, l'extrême droitisation du Bourdin verse, des rhétoriques de Bourdin et tout. C'est vraiment, on sort, voilà, c'est vraiment une chambre. Tous les médias sont devenus une chambre d'écho d'Éric Zemmour, c'est terrible. Apparemment, lui, il peut continuer à dire ce qu'il veut, il peut même être condamné. Mais tant qu'il continuera à fournir aux bourgeois des discours qui leur permettent de ne pas écouter les paroles antiracistes, il peut être condamné, mais il va être relayé, relayé, etc., etc. C'est hallucinant. Parce que c'est ça, là, il est en train de fournir aux bourgeois des arguments pour ne pas que la France, la République, la bourgeoisie, les dominants, la bourgeoisie blanche, etc., se remettent en question sur quoi que ce soit. Et elle va piocher ses arguments chez Zemmour, et après on va les retrouver chez Schiappa, chez machin, chez Bourdin, chez truc. C'est ça la lepénisation des esprits. Donc du coup les victimes du racisme sont en fait les vrais racistes parce qu'ils racialisent, parce qu'ils formulent le problème. Et ils disent regardez, vous êtes blanc, je suis noir, ah bah vous racialisez. Bah oui, mais je viens parler du racisme, donc fatalement, je suis désolé, on va être obligé de parler de ça. Mais ils préféraient qu'on n'en parle pas, quoi. Ils préféraient qu'on n'en parle pas, ce sera tellement plus simple. Alors je vais vous envoyer du coup... merci d'avoir suivi ce petit Bourdin malin. On n'a pas fait que le Bourdin malin, on a aussi lu un article avant. Le jingle salaud qui se déclenche quand je dis bourgeois. Et merci à Corto Maltese, j'imagine, c'est Maltese. Et moi, je vais organiser ma soirée. Je sais pas encore si je stream ou je stream pas. Ça va dépendre des textos auxquels je vais répondre, là, manifestement. Et je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas un bon live chez Maudie qui va vous lire des sciences sociales. Elle va vous parler de la France invisible et elle va en lire des chapitres. Alors tous les chapitres parlent de situations sociales. Alors là je le prends au pif, l'ouvrier en col blanc, les relégués du centre-ville. Voilà, vous verrez si vous vous reconnaissez dans ces portraits. La nuit du trop boire. Ah oui, ça c'est voilà, c'est de la socio, c'est sous la direction de Stéphane Beau et de Joseph Confavreux et Jade Lingard, les journalistes de chez Mediapart, deux journalistes de chez Mediapart. Allez écouter Maudit et je vous souhaite une excellente soirée, quoi que vous fassiez, que je sois là ou pas. Merci, et soyez polis avec Maudit, soyez gentils. Parce que sinon, moi je vais me traîner une mauvaise répute. C'est ah, Usul il m'a envoyé, c'est relou. Non. Et je coupe.